Voilà. Dans cette conférence, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Vescovi. Nous avions déjà eu le plaisir de le connaître par l'intermédiaire d'émissions de télévision, et notamment une émission de 28 minutes sur Arte. Ah, je n'aimais pas ça. Ah, c'était pas Arte alors, non? C'est pas moi. Non, non, c'était pas lui. Voilà. Donc je suis mal. Non, pas ça. C'était France 5. C'était France 5. C'était France 5, J'ai effectivement. eu l'honneur d'être sur Arte. Voilà. Première erreur du soir. Il y en aura peut-être d'autres. Donc maintenant je me souviens en effet. C'est pourquoi nous avions apprécié son intervention et c'est pourquoi il nous a semblé intéressant de l'inviter à une plénière du Cercle Condorcet de Paris pour pouvoir nous faire part de ses analyses de façon plus approfondie et de pouvoir en débattre avec lui. Thomas Vescovi est donc enseignant d'histoire et géographie, chercheur indépendant, il dira peut-être plus précisément s'il veut se présenter lui-même, est diplômé de l'Université de Paris 8. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage, La mémoire de la Nakba en Israël, paru à l'Harmattan en 2015, et d'un livre plus récent, L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël, qui est paru à la Découverte en 2021. Il contribue à divers médias, dont Le Monde diplomatique, Orient XXL et de East Isles. Il est membre du comité de rédaction du blog Yanil. On dira peut-être un petit mot. Yanil, c'est un blog qui regroupe un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent aux questions. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous pouvez venir par là. Il faut juste qu'ils voient l'écran quand même. Ouais. Oui. Sinon, bon. Donc, il est membre de ce blog qui veut dire, il l'expliquera peut-être, c'est-à-dire en arabe. C'est une locution qui est fréquemment utilisée dans les conversations quand on veut expliquer quelque chose. Chez nous aussi, on dit souvent c'est-à-dire. Voilà. Lorsque nous avions reçu Elie Barnavi et Léla Chaïd, la question du camp de la paix était manifestement au cœur des discussions à l'époque. Et malgré l'échec des accords d'Oslo, c'était un peu plus de 10 ans après cet échec, et après l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995, la question, on pensait encore pouvoir se poser la question d'une négociation entre Israéliens et Palestiniens, notamment sur la solution de deux États. Et ça avait été l'un des sujets du débat de ce soir-là, 2005, donc il y a 19 ans. C'était 10 ans après l'assassinat de Yitzhak Rabin. Donc le camp de la paix, il avait encore une certaine existence. Et nous nous sommes rendus compte ces dernières années qu'il avait beaucoup faibli en Israël, mais pas seulement en Israël, et que ça devenait problématique pour toute solution qu'on pouvait espérer, que nous espérons, entre Israéliens et Palestiniens. Que reste-t-il aujourd'hui de cette période où nous espérions encore quelque chose de positif? C'est ce que nous avons demandé à Thomas Vescovi de nous exposer ce soir et dont nous aimerions débattre avec lui ensuite. Donc, je vous passe la parole. C'est à vous. Très bien. Je vous remercie donc merci pour cette invitation. J'ai l'habitude de faire plutôt des conférences en étant debout pour essayer de commenter les images que vous allez voir apparaître au tableau, mais ce n'est pas grave. Je vais rester assis pour l'enregistrement. Et puis, si vraiment vous entendez, vous levez quand même. Je le ferai quand même, de toute façon, parce que je vais m'y sentir obligé. Avant de commencer, quand même, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un mot pour le contexte qu'on est en train de traverser aujourd'hui en France. On en est à 41 personnes, vous savez peut-être, qui ont été convoquées par le ministère de l'Intérieur, et de la Justice, pardon, au motif d'apologie contre le terrorisme. On a des conférences qui sont interdites, on a des meetings qui sont annulés, et je le dis ici devant vous, comme je l'ai dit dans plusieurs conférences que j'ai faites depuis maintenant 2 semaines, je crois qu'on peut s'engueuler, se disputer, confronter nos désaccords profonds,
Mais en revanche, ce qui se passe là en termes de judiciarisation de la solidarité avec le peuple palestinien est extrêmement inquiétant. Et je crois qu'on doit être vigilant sur ça. J'espère que vous l'êtes et j'espère qu'on a bien entendu ce que je veux dire ici. Il ne faut pas prendre ça à la légère du tout. Même si on ne se sent pas concerné directement par cette question, euh, ça peut évidemment avoir des répercussions bien plus dramatiques pour notre état de droit. En tout cas, je le crois sincèrement. Alors, ici, le titre est Existe-t-il un camp de la paix en Israël? Et pourtant, dans l'annonce qui avait été faite, il y avait Israël et Palestine. Alors, ce n'est pas une provocation de ma part d'avoir retiré le côté Palestine. C'est pour deux raisons principales. Le premier, c'est que mon principal terrain de recherche, c'est reste Israël et j'essaie d'éviter au maximum d'aller sur les terrains de recherche des autres ou que je maîtrise, mais quand même moins. Et la deuxième, c'est parce que vous avez vite comprendre que je me refuse à toute forme de symétrie entre les deux sociétés. On ne parle pas des mêmes choses quand on est israélien et palestinien, et donc essayer de faire une espèce de renvoi dos à dos me paraît très inquiétant ou hasardeux dans l'histoire, mais aussi dans la situation actuelle. On en débattra après si vous le souhaitez. Évidemment, j'aurai des parenthèses sur le peuple palestinien, mais vous verrez que ce ne sera pas le cœur de ce sujet. Ça a été mentionné dans la présentation et je le redis ici. Donc, yaani.fr, c'est un blog qu'on a créé en novembre dernier. En réalité, ça faisait plus d'un an qu'on travaillait sur la mise en place de ce blog-là, mais il a été repoussé à maintes reprises. Et puis, novembre, on a décidé de le lancer. Je le mentionne parce que une partie des informations que je vais donner ici viennent en fait d'articles que j'ai pu écrire sur yaani.fr ou alors que des collègues à moi ont pu écrire. Donc, par honnêteté, ben, je vous invite à aller visiter, surtout à vous y abonner, parce que c'est évidemment pour nous un soutien déterminant et important. Voilà. Pour commencer, je crois que on doit avoir en tête une première base de réflexion. Vous avez parlé d'Eli Barnavi tout à l'heure dans votre propos introductif. Euh, alors, il y a mon fils de 5 ans, vous le pardonnez, hein, d'accord? J'avais pas personne pour le garder, hein, donc voilà, hein, vous êtes indulgent, merci, c'est sympathique. Donc, il y a toujours eu en Israël et même dans l'histoire, disons, de l'installation du sionisme en Palestine et sa confrontation avec le peuple palestinien, on a toujours eu globalement deux grandes tendances au sein des gauches, juives et israéliennes. Pour le dire simplement, on a toujours eu l'une qu'on appelle gauche sioniste, dont Elie Barnavi a longtemps été représentant, qui considère que l'État d'Israël en tant qu'État juif a le droit d'exister, que c'est un État pour les populations juives, mais que les populations non juives dans cet État peuvent avoir des droits à voter, à s'exprimer, mais il n'y a pas d'égalité pleine et entière. On soit d'accord sur ça. La gauche dite non-sioniste ou anti-sioniste, quant à elle, est une gauche qui a toujours considéré au contraire qu'il y avait une contradiction majeure à défendre des privilèges dans le cas d'un État juif quand l'ensemble de la population n'est pas juive. Et que donc il y a une contradiction entre se dire de gauche et défendre un modèle politique qui pourtant n'est pas basé sur un rassemblement à partir de classe sociale, mais sur un rassemblement à partir de classe ethnique, pour le dire simplement. Cette gauche non sioniste ou anti-sioniste, j'assume une prise de position d'emblée, c'est pour moi, c'est la seule qui a véritablement été pacifiste dans l'histoire d'Israël, et en tout cas qui a tenu des positions véritablement pacifistes. Si vous prenez l'histoire de la gauche sioniste, et donc quelque part du grand camp de la paix en Israël qui a surtout émergé à partir des années 1970 et qui a ensuite porté cette vague vers le projet d'Oslo, elle avait beaucoup d'espoir en elle, mais deux contradictions majeures, dont je parle dans le livre et j'y reviendrai plus tard. La première, c'est qu'il y a une prétention à se dire pacifiste, mais à aucun moment elle n'a été antimilitariste. Il faut bien avoir ça en tête. À chaque moment de tension dans l'histoire d'Israël, cette gauche-là, sioniste, s'est toujours ralliée au camp militariste, et on le voit encore aujourd'hui dans différentes tendances que je vais exprimer par la suite. Et le deuxième grand problème, eh bien, c'est que cette gauche sioniste, ce camp de la paix majoritaire, est aux prises avec une situation d'ordre colonial, et pourtant, elle n'accepte pas d'employer le mot qui fait peur, celui de décolonisation. Il faut négocier, trouver un terrain d'entente, mais à aucun moment on ne parle de décolonisation. Et là, on est face à deux contradictions qui me paraissent majeures. En 2023, là je fais un saut dans le temps, les Israéliens ont connu 40 semaines de mobilisation, qui est un mouvement sans précédent dans l'histoire du pays, contre un gouvernement que je qualifie facilement de fascisant, mis en place en Israël avec à sa tête Benjamin Netanyahu et plusieurs ministres suprémacistes, racistes, les qualificatifs ne manquent pas.
Sauf que force est de constater que 40 semaines de mobilisation, malgré tout l'espoir également que ce mouvement porte dès lors qu'il empêche un gouvernement d'extrême droite et fasciste d'aller au bout de son projet, force est de constater que la question palestinienne a été largement absente de cette manifestation. L'occupation, la colonisation n'était pas du tout le cœur du sujet. Il y avait un petit bloc qu'on appelle bloc contre l'occupation, que je montre ici en photographie, qui manifestait chaque samedi pour essayer de faire entendre au gros de la manifestation que, attention, on ne peut pas prétendre défendre une démocratie si on ne parle pas de ceux qui, depuis la création de notre pays, n'ont jamais rien vu d'autre que la soldatesque de notre pays, l'oppression, la répression, et maintenant un régime qu'on qualifie d'apartheid. Quand j'ai été en prise avec des gens dans des débats, et vous avez parlé de ce soir notamment, régulièrement, je me faisais un peu le porte-parole, un peu le rabat-joie, si vous voulez, en disant, mais on est tous d'accord que Netanyahu doit partir, etc. Ce type est un menteur, un corrompu, tout ça, mais quand même, on ne peut pas considérer que ce mouvement-là en Israël va tout changer. C'est bien trop complexe encore. À chaque fois, on m'opposait comme réponse, et j'ai encore en tête des éléments de débat et de confrontation, on me disait, mais en fait, ce n'est pas le sujet. Les Palestiniens, ce n'est pas le sujet. C'est quelque part, en fait, on en parlera plus tard. Là, il y a une urgence, Netanyahou. Eh bien, je vous le dis ici de manière très brutale, le 7 octobre a démontré qu'en fait, c'était le sujet précisément, et qu'on n'a pas voulu le voir venir. Cette société israélienne, si vous voulez, même dans ce qu'elle a de plus opposé à Netanyahou, a complètement intériorisé la politique même du Likoud et Netanyahou. C'est-à-dire le fait qu'on peut tout à fait gérer la question palestinienne par un ensemble de dispositions sécuritaires. Une question coloniale, on peut la mettre sous le tapis, on n'en parle plus, parce qu'on met en place différents dispositifs, différents systèmes qui font qu'on invisibilise les Palestiniens, on n'en parle plus, ils disparaissent. Et surtout, n'oubliez pas que ce processus-là, il a permis, côté israélien, à ce qu'on arrive à ces données-là que je ne vais pas détailler, mais qui sont pour moi déterminantes si on veut comprendre la situation pré-7 octobre et aujourd'hui encore, eh bien, c'est qu'après la seconde intifada, en gros, Netanyahou a repris à partir de 2009, cette politique d'invisibilisation qui a débuté avec Sharon 2002-2003, puis reprise par Netanyahou à partir de 2009, elle a permis une chose déterminante côté israélien, elle a permis de faire en sorte que la question palestinienne devienne un conflit à basse intensité. On ne parle plus des Palestiniens parce qu'ils ne causent plus de victimes. Concrètement, regardez chaque année, hormis 2014, où il y a eu une vague d'explosion par rapport à une reprise de hostilité autour de la bande de Gaza, concrètement, la question palestinienne, du point de vue israélien, ne causait quasiment plus de victimes. Il y avait plus de morts parfois d'accidents de la route que de victimes d'attentats palestiniens. Donc, il y avait un sentiment malgré tout que même si cette question n'était pas résolue, on savait très bien, occupation, colonisation, ça ne nous plaît pas, mais concrètement, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et donc, eh bien, il y avait un sentiment de normalisation, on l'a oublié, et donc voilà comment est-ce qu'on a pu faire en sorte que le blocus sur Gaza et le mur en Cisjordanie fait disparaître complètement cette question palestinienne. 2023, c'est aussi, selon moi, le symbole de la droitisation à marche forcée d'Israël, puisque vous le savez, le gouvernement mis en place est l'un des plus droitiers extrémistes de l'histoire du pays. Alors, je sais que régulièrement, on m'oppose par rapport au livre que j'ai écrit en 2021, le fait que oui, mais en fait, tous les pays occidentaux connaissent également des vagues de droitisation. Je crois précisément qu'en Israël, il y a de nombreuses particularités, que cette droitisation, elle est évidemment conjoncturelle sur différents points, mais elle est aussi structurelle. Et, et je vous mets ici simplement le basculement complet dans l'histoire d'Israël entre la première Knesset, premier parlement israélien qui a été élu en 1949, et celui de 2023. En 1949, quand le pays se crée, on a 71 députés qui se classent à gauche du point de vue israélien. 46 sont issus du Parti travailliste, le grand parti de la gauche sioniste israélienne. Mais surtout, regardez, en 2023, on n'a plus que 9 députés sur 120 qui sont dits de gauche, dont 4 travaillistes. Sur les 9 députés de gauche, vous avez donc 4 qui sont travaillistes, 6 qui sont élus en fait de la fameuse liste unifiée qui rassemble un petit peu différents mouvements de cette gauche qu'on peut qualifier de non-sionistes, d'anti-sionistes, donc avec notamment le Parti communiste israélien au centre, mais surtout le Parti Meretz, qui historiquement en Israël est le parti qui incarne normalement le camp de la paix, a 0 député. Il n'a même pas réussi à franchir le seuil électoral. Et ce chiffre-là, eh bien, je me fais dire et me fait assumer le fait que, oui, on a en Israël aujourd'hui une droitisation qui est véritablement profonde. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, quand même, je ne vais pas non plus botter en tout sur la question palestinienne, et côté palestinien. Côté palestinien, moi, il y a un point qui me paraît véritablement majeur, c'est
Euh, Où sont les voies pacifiques palestiniennes? Ben, en fait, j'ai envie d'y répondre. A-t-on laissé des voies pacifiques pour s'exprimer côté palestinien? C'est ça qui me paraît véritablement aujourd'hui le cœur du sujet. Les Palestiniens, après la seconde intifada, qui a été complètement tuée dans l'œuf et qui a été évidemment une révolte bien plus militarisée que par le passé avec attentats kamikazes et opérations armées, il y a eu deux vagues de mouvements en termes de politisation côté palestinien. On a eu d'abord, à partir de 2005, des mouvements non violents, de manifestations. Peut-être certains ici, je ne sais, vous ne connaissez pas, mais ont pu aller en territoire palestinien depuis ces 15 dernières années et ont pu même participer à ces fameuses manifestations dans les villages où les paysans viennent se confronter aux colonies, aux murs et donc à l'armée. Ce mouvement, clairement, il était magnifique. Il y avait des Israéliens qui venaient manifester avec eux. C'était très beau. On aimait bien participer à ça. Ça n'a mené quasiment à rien. Ça n'a mené qu'à une vague de répression manifeste où les leaders étaient arrêtés, certains ont même été tués, et côté israélien, rapidement, les gens ne venaient même plus parce qu'on voyait bien que ça n'avait aucun débouché. La jeunesse palestinienne, quant à elle, confrontée à des partis politiques complètement fermés, avec un vrai problème de corruption, que ce soit au Fatah comme au Hamas, et puis surtout des partis qui sont quand même clairement gérontocratiques, hein, je peux dire quand même assez facilement, regardez simplement qui sont les leaders de ces partis-là, eh bien, la jeunesse palestinienne s'est engagée de manière importante dans différentes ONG qu'elle a soit fondées, soit dont elle a repris l'initiative. J'en mets ici 6 parce que ces 6-là sont les 6 ONG les plus actives dans la défense des droits humains des Palestiniens. Ce sont 6 ONG qui ont essayé de faire porter les droits des Palestiniens sur la scène internationale et Israël a décidé en 2021, alors même que ces ONG ont à leur tête toute une nouvelle génération de Palestiniens diplômés, éduqués, etc., Israël a décidé en 2021 de placer ces 6 ONG sur la liste des groupes terroristes, leur interdisant d'avoir accès à la scène politique et publique israélienne. Heureusement, sachons-le quand même, Israël a demandé à l'Union européenne, qui est le principal financeur de ces ONG-là, de stopper les financements. Et l'Union européenne, courageusement, il faut le dire, a demandé à Israël le rapport d'inculpation. Le rapport étant tellement vide que l'Union européenne a décidé de dire on ne coupe pas les financements, votre rapport n'est basé sur rien, si ce n'est des prétentions que vous voulez nous imposer. Et surtout, ces deux photographies d'à côté me paraissent vraiment déterminantes parce que il faut le savoir, vous n'êtes pas sans vous souvenez à mon avis évidemment que cette journaliste qui a ici en photo, Shirin Abu Akleh, a été tuée en 2021 ou 22. 22, ok. 2022, Shirin Abu Akleh, donc journaliste mondialement connue, d'accord, de nationalité américaine et palestinienne, est tuée lors d'un reportage qu'elle fait à Jenin dans le cadre d'une opération menée par Israël dans le camp de réfugiés de Jenin. Les enquêtes qui ont lieu journalistiques ou d'ONG laissent entendre assez clairement que la balle venait d'un sniper de l'armée israélienne. Concrètement, il n'y a eu absolument aucune enquête, aucun procès. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on s'interroge sur les voies pacifiques palestiniennes, il faut bien avoir en tête qu'on a laissé entendre aux Palestiniens depuis maintenant 20 ans que finalement, si vous ne prenez pas les armes, on ne parle plus de vous et on peut continuer à vous tuer, à vous emprisonner sans jamais avoir accès à un seul procès. Shirin Abu Akleh, journaliste mondialement connue, pas de procès, pas d'enquête. Imaginez simplement ce qui se passe quand chaque année on a à peu près entre 250 et 350 morts, hein, c'est le chiffre qu'on a quasiment annuellement depuis maintenant 10 ans en territoire palestinien, sauf que ce ne sont pas des journalistes, ce sont souvent des enfants de familles précaires, ouvriers, paysans, de camps de réfugiés. Les gens sont tués et il n'y a aucune enquête. Voilà, ça se termine là. Et bien en fait, il y a un sentiment qui naît que finalement la voie des armes est la seule qui peut résoudre les problèmes. Et on a revu du coup côté palestinien, en Cisjordanie, le retour de groupes qui avaient quasiment disparu, il faut le reconnaître, hein, en Cisjordanie en tout cas, des groupes armés, notamment dans des villes comme Jénine, il y a toujours eu des groupes armés, mais je pense notamment à Naplouse, Ramallah, Tulkarem, Jéricho, où on a revu voilà, donc ces groupes-là. Et je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête quand on s'interroge aujourd'hui sur les voies pacifiques palestiniennes, puisque dans une situation d'occupation et de colonisation, demandons-nous quand même qu'est-ce qu'on a pu permettre et offrir aux Palestiniens pour faire entendre des voix pacifiques. Ceci étant dit, donc, mon exposé, il arrive. Étant très scolaire, je me contrains toujours à faire un truc en 3 parties. Hein, désolé, mais c'est pour mieux clarifier ma pensée. Je vais donc faire 3 thèmes différents qui dureront à peu près 10 minutes, à peu près chacun, voire 15 maximum, vraiment pas plus. D'abord, les pacifistes face au 7 octobre, et vraiment du point de vue israélien surtout. Deuxièmement, les pacifistes face à la guerre. Et troisièmement, les pacifistes après la trêve qui a eu lieu, vous savez, hein, entre le 23 novembre et le 1er décembre 2023. Alors,
les pacifistes face au 7 octobre, bon, je redonne simplement quelques données pour que tout le monde les ait en tête. Le 7 octobre, donc faillite sécuritaire complète en Israël. L'attaque menée par le Hamas, mais avec l'aide d'autres groupes palestiniens, cause la mort de 1149 personnes en Israël, dont 703 sont des civils et 375 sont des soldats ou des policiers, plus vous ajoutez 71 travailleurs étrangers. Il y a également la question des otages, qui est évidemment lancinante là-dedans. On estime que 257 personnes ont été capturées. Aujourd'hui, on en aura encore 133 dans la bande de Gaza, même si concrètement, on n'est pas certain du nombre, puisque les bombardements ont été d'une telle violence qu'on estime que certains ont été tués dans les bombardements eux-mêmes. Le 7 octobre, la première réaction, ou du moins la première sidération dans le camp de la gauche ou des pacifistes, ça a d'abord été le fait que, vous le savez peut-être, une grande partie des kibboutz et des lieux qui étaient situés autour de la bande de Gaza, pas tous, mais certains, étaient des lieux en fait habités par des militants issus du coup de cette fameuse gauche israélienne, qu'elle soit sioniste ou non sioniste. Je donne 3 exemples pour que vous les ayez en tête. La plus connue, évidemment, c'était dame Vivian Silver, qui est l'une des cofondatrices de Women Wake Peace, donc une ONG de femmes qui essaie de mener des opérations entre Israéliens et Palestiniens, donc des opérations conjointes. Et surtout, Vivian Silver, elle était l'une des grandes porte-paroles de l'ONG qui s'appelle Road to Recovery, qui est une ONG qui fait toutes les démarches administratives pour prendre en charge des enfants de la bande de Gaza pour qu'ils soient soignés en Israël. Vivian Silver a été tué dans son kibbutz le 7 octobre. Le deuxième, donc ici, Sacha Tsemak était membre de Breaking the Silence. Il a également été tué donc, le 7 octobre. Et le troisième, Haïm Katzman. Il y en a d'autres que j'aurais pu donner, mais c'est vraiment les 3 qui sont pour moi les plus symboliques. Haïm Katzman était membre d'une ONG qui s'appelle Standing Together, dont on parlera souvent dans l'exposé, vous verrez. Et il était également très engagé dans la défense des droits des Palestiniens de Mazar Yatta. Ceux qui ne voient pas ce que c'est, ce sont les collines au sud d'Hébron, au sud de la Cisjordanie. C'est un lieu aujourd'hui qui est parmi les plus, depuis 10 ans, mais aujourd'hui encore plus, de tensions entre les colons et les paysans palestiniens qui se voient être contraints de partir sous la menace de l'armée et des colons. Et donc lui, il faisait partie des Israéliens qui vont régulièrement là-bas pour protéger les paysans, etc., contre la violence des colons. 3 personnes donc, ont été tuées le 7 octobre. Et suite au 7 octobre, eh bien, il y a une sidération et surtout il y a une attente évidente de la part de la gauche israélienne, quelle qu'elle soit, de condamnation unanime du Hamas. Et là, on a eu vraiment quelques heures ou même quelques jours de flottement complet assez sidérant où en fait la gauche israélienne, quelle qu'elle soit, n'a vraiment pas compris l'attitude d'une partie de la gauche occidentale qui, pour certains, a complètement balbutié ou été incapable de condamner fermement l'opération du Hamas le 7 octobre en la justifiant sous des arguments que ce soit résistance, droit de faire une contre-attaque, quoi que ce soit. Mais il y a eu vraiment un sentiment en Israël de se retrouver seul et je ne sais pas comment tout ça pourra se réparer par la suite dans le cadre des coopérations qui existent entre la gauche occidentale et la gauche israélienne. Je donne 2 éléments ici qui me paraissent importants. Le 16 octobre, il y a un texte donc, qui est ici, qui paraît signé par tout un ensemble de représentants de la gauche israélienne, y compris des députés du Parti communiste ou d'anciens représentants du Parti communiste israélien, pour exprimer en fait leur désarroi le 16 octobre sur l'attitude de leurs partenaires de la gauche en Europe sur le Hamas. Ce texte est intéressant pour une raison, il n'y a pas le mot antisémite dedans. C'est-à-dire qu'eux estiment que le 7 octobre, la condamnation sur le Hamas doit être portée sur un point, c'est que le Hamas refuse de considérer que des juifs israéliens aient le droit de vivre au Proche-Orient dans le cadre, en tout cas, d'une cohabitation. Ils ne parlent pas du fait que c'est une opération antisémite. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on voit qu'aujourd'hui, ce débat est complètement focalisé sur ça. 7 octobre, antisémite ou pas antisémite, alors même que le 16 octobre, la gauche israélienne est sur un autre terrain complet. Et jusqu'à aujourd'hui, le débat n'est pas sur ça. Le débat est sur est-ce qu'on peut considérer qu'on vit tous ensemble là, ou est-ce qu'on est tous des colons, et dans ce cas-là, on est tous des cibles légitimes. Point barre. Et donc ça, je crois que c'est important à avoir en tête quand on est sur ces débats-là. Mais il y a un texte qui va vraiment, pour le coup, je crois, être majeur dans ce qui a marqué la gauche israélienne au moment-là, un texte qui va être publié et republié partout. Moi, je sais que je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois partagé sur les réseaux sociaux et surtout traduit en plein de langues. C'est un texte de Haggai Matar. Haggai Matar, c'est le directeur du média 972 Mag, qui incarne en Israël vraiment le porte-parole ou plutôt le champ médiatique de toute la gauche anti-sioniste, non-sioniste, alternative, pro-BDS. Vraiment, là, il n'y a pas d'accusation possible sur ces gens-là. Et Haggai Matar publie un texte
euh, à peu près un mois après le 7 octobre, qui est vraiment déterminant. Je vous invite à le lire si vous le pouvez, parce qu'il il en a fait un autre depuis, mais celui-là vraiment était très important. Où en gros, dans ce texte, il dit que lui-même, en tant que militant de la gauche antisioniste israélienne, il comprend maintenant qu'il ne peut plus faire l'impasse dans ses revendications sur la nécessité de considérer que oui, il y a un droit à la sécurité des populations juives au Proche-Orient. Et que cette revendication, il ne l'avait jamais mise avant dans son mantra parce qu'il partait du principe qu'en fait, on est les dominants, on est les persécuteurs, on est les colonisateurs. Cette question ne se pose même pas. Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé, elle doit se poser. C'est-à-dire que dans nos partenariats avec des groupes palestiniens, on ne pourra plus faire fi de cette question centrale. Est-ce que vous estimez qu'on a droit, nous aussi, à une forme de sécurité et surtout à une reconnaissance et à une légitimité à pouvoir vivre au Proche-Orient, évidemment dans un cadre égalitaire et où il n'y aurait plus d'apartheid et de persécution, qu'on soit bien d'accord. Mais il met ça en tête pour dire, en fait, voilà, le 7 octobre, ça a changé ça chez nous. On ne peut plus maintenant militer comme avant en pensant que ça, c'est une question subsidiaire. Non, ça n'est pas du tout, parce qu'on aura ça en tête maintenant de manière permanente. Deuxième point, donc les pacifistes face à la guerre. Alors, il faut le comprendre quand même, il faut le savoir, et j'en parle dans le livre assez longuement, et peut-être qu'Alain Grèche en parlera, ce sera intéressant d'ailleurs d'en parler avec lui quand il viendra ici. Dans l'histoire palestinienne, les groupes armés palestiniens, qui soient notamment marxistes par le passé, aujourd'hui plutôt d'obédience islamiste, ont toujours considéré que les opérations militaires, quelles qu'elles soient, étaient des moyens de diviser la société israélienne, de la fragiliser, de lui montrer à quel point est-ce qu'elle ne peut pas avoir une sécurité sans le droit à la sécurité des Palestiniens. Et cette croyance-là, qui est pourtant aujourd'hui encore vraiment permanente et régulière chez beaucoup de groupes armés palestiniens, il faut avoir en tête que côté israélien, ça n'a jamais eu le moindre effet dans ce sens-là. Au contraire, les opérations de type terrorisme ou attentat kamikaze, quel qu'il soit, on peut penser au JO de Munich 72 ou attentat kamikaze dans les années 90 puis début 2000 sur le sol israélien, ont à chaque fois renforcé la droitisation d'Israël et renforcé le camp le plus droitier, sécuritaire et colonial. Ça n'a jamais eu pour effet de diviser les Israéliens. Et alors, il y a aussi cette autre idée absolument sidérante que je dis parfois. Oui, ça va les faire partir. Ils vont comprendre que ce n'est pas leur terre. Qu'on se le dise aujourd'hui, c'est important parce qu'il y a des clichés sur les Israéliens qui sont lancinants. Aujourd'hui, vous avez à peu près 70% des Juifs israéliens qui sont nés au Proche-Orient et une bonne partie, c'est-à-dire en gros à peu près 60%, n'ont pas de binationalité. Il y a une idée, je ne sais pas d'où elle vient, que ce sont tous quasiment des gens qui viennent d'Europe et qui peuvent repartir demain. Non, la majorité viennent en fait des pays arabes et n'ont pas de binationalité. De leur point de vue, on peut le critiquer, mais de leur point de vue, ils n'ont pas d'autres territoires où aller. Il y en aurait peut-être un s'il y a un accord de paix avec les pays arabes, mais concrètement, cette terre, ils estiment que c'est la leur et il n'y a pas d'idée majeure de partir. Ce qu'on voit dans les aéroports, vous avez toutes ces images, je suppose, dans les aéroports israéliens où les gens se précipitent dans le cadre d'opérations. Vous n'avez pas vu ça, non? Bon, et en fait, après le 7 octobre, il y a eu des images incroyables. Les Israéliens, évidemment, se sont précipités dans les aéroports pour partir. Ça, évidemment, ce sont des gens qui ont une binationalité. Oui, il y en a, mais la majorité n'en a pas. Et il est bien ça en tête, c'est important. Donc, vous devez comprendre ça et surtout, un point important, la seconde intifada, qui a pour moi été le moment déterminant dans la victoire définitive de la droite en Israël, et pas à côté palestinien, mais parce qu'il y a un processus précédent. Mais par contre, évidemment, la seconde intifada vient sceller tout ça. La seconde intifada, elle cause la mort de 600 Israéliens entre 2001 et 2005. On se le dise aussi, hein, il y a entre 3 fois et 4 fois plus de victimes palestiniennes, qu'on se comprenne bien. Mais 600 victimes israéliennes sur leur sol, dans l'idée que la droitisation est majeure. Le 7 octobre, comprenez bien qu'il y a le double de victimes. Le processus politique, il est doublé quelque part. C'est-à-dire que les voix pacifistes, on ne les entend pas, et on le voit dans les sondages. Je vous mets ici, sans vouloir les détailler, mais parce qu'ils sont importants. Ces sondages-là qui sont faits par l'Institut pour la démocratie en Israël sont importants. Regardez, notamment sur en haut à droite, je m'excuse, je n'ai pas le temps de détailler, mais en haut à droite, par exemple, quelles sont les priorités selon vous pour le gouvernement israélien? 95% des juifs israéliens disent qu'il faut anéantir le Hamas par tous les moyens. Les otages, c'est aussi important, mais en gros, cette question est déterminante. Donc, il n'y a aucune possibilité, après le 7 octobre, d'avoir une moindre interrogation sur les moyens militaires. C'est presque qu'on est prêt à signer pour envoyer toute l'armada, on détruit tout, et tant pis. Voilà, parce qu'il faut vraiment qu'on ait une sécurité qui soit majeure. Et regardez, donc en bas, c'est important, il n'y a que pour les électorats de gauche, 53%, qui étaient d'accord après le 7 octobre pour dire on va libérer tous les prisonniers palestiniens. À l'époque-là, à peu près autour de 5 000, aujourd'hui, ils sont quasiment autour de 7 000 avec les vagues d'arrestation. Mais en gros,
53% de l'électorat de la gauche israélienne qui dit OK, on libère tous les prisonniers palestiniens et on a les otages qui reviennent. On est prêt à signer. Sauf que je vous rappelle, le graphique du début, combien de députés de gauche existent aujourd'hui? C'est pour vous donner une idée qu'en fait, au centre et à la droite, c'est hors de question, on libère aucun prisonnier palestinien et on va jusqu'au bout. Ce sentiment-là de soutien massif à la guerre, il va d'abord avoir un effet majeur, c'est que la population palestinienne d'Israël, donc celle qui fait entre 18 et 20% de la population en Israël, qui est donc d'origine palestinienne, certaines majorités se revendiquent comme palestiniens, mais pas tous, va subir une véritable vague de répression. Alors là, j'entends parfois des choses hallucinantes sur les plateaux télé auxquels j'ai moi-même participé, de oui, le 7 octobre, on a vu que les Arabes israéliens se sont rangés de notre côté, mais je ne sais pas d'où ces gens sortent pour dire de telles bêtises. Les ONG palestiniennes en Israël sont unanimes. Il y a eu une restriction majeure du droit à l'expression des Palestiniens, manifestations interdites dans toutes les villes arabes en Israël. 300 personnes ont été arrêtées en l'espace de 2 semaines parce qu'ils ont manifesté une solidarité avec Gaza sur les réseaux sociaux. Alors, certains, effectivement, ont aussi manifesté une solidarité avec l'opération de 7 octobre, mais pour certains, c'est juste le fait de dire soutien avec ma famille, etc. à Gaza, arrestation. Cette députée qu'on voit là, députée communiste, Aïda Touma Suleiman, a été suspendue 2 mois de la Knesset parce qu'elle s'exprimait en faveur des populations civiles de la bande de Gaza en exprimant le fait que, oui, l'armée israélienne est en train actuellement de faire la même chose que 7 octobre en tuant des civils. Elle a été suspendue 2 mois. Et surtout, le grand parti de la gauche israélienne, gauche non sioniste, le parti Hadash, qui est la grande coalition, si vous voulez, qui regroupe le Parti communiste israélien et d'autres, a vu ses locaux le 13 novembre, excusez-moi, je ne suis pas sur la date, mais en tout cas, je suis presque sûr que c'est ça. Oui, non, le 11 novembre, pardon. Le 11 novembre, ces locaux ont été perquisitionnés à Nazareth et l'ensemble de son matériel militant qui prenait cessez-le-feu, etc., a été saisi par la police. C'est dire à quel point il y a une vague de répression, évidemment, manifeste en Israël. Et pendant le premier mois de cette guerre, vous avez en gros, pour faire simple, 3 attitudes face à la guerre. Je fais schématique, mais c'est pour que vous compreniez. Ce monsieur qu'on a à gauche ici, pour moi, il est très important pour l'avenir également, c'est Yair Golan. Yair Golan, c'est un député historique de la gauche sioniste, d'abord du Meretz. Et Yair Golan, le 7 octobre, il a une attitude qui, évidemment, est auréolée chez les Israéliens. C'est qu'il apprend qu'il y a une attaque. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il prend son uniforme de réserviste, il va choper son arme et il part tout seul en voiture dans le sud pour aller aider des gens qui sont pris au piège. C'est pas une blague que je vous raconte, d'accord? Donc c'est un peu le côté G.I. Joe héroïque israélien, mais du point de vue israélien, c'est un héros. Et c'est ce qu'on aime, c'est-à-dire quelqu'un qui prend les devants et qui va seul affronter des gens qui nous attaquent. Il faut vraiment avoir ça en tête. Yair Golan, aujourd'hui, il est considéré en Israël vraiment comme le renouveau de la gauche sioniste. On pense que, on pense, d'accord, que c'est lui qui va prendre la tête du parti travesti israélien. Il a déjà annoncé sa candidature aux primaires de ce parti-là. Et Yair Golan, lui, il veut en fait fonder un immense parti de la gauche sioniste israélienne pour essayer de redonner vie à ça. Sauf que Yair Golan, lui, par exemple, le 13 octobre, quand il est interrogé sur qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, il est très clair. Je cite, il ne faut pas hésiter à affamer les Palestiniens, c'est le seul moyen que les otages reviennent. Pas d'ambiguïté. Pourtant, c'est quelqu'un, clairement, qui est vu en Israël comme quelqu'un de la gauche israélienne. L'organisation Standing Together, c'est très important, c'est aujourd'hui l'une des principales organisations du renouveau de la gauche israélienne. Ce sont des gens qui, depuis maintenant 2015 quasiment, sont vraiment au cœur de tout le renouvellement de la pensée, des idées de la gauche israélienne. Standing Together est absolument incapable, jusqu'à la trêve, de parler de cessez-le-feu. Impossible. Alors, ils emploient tous les termes possibles. Droit à la sécurité partagée. Ils disent par exemple, la guerre ne ramènera pas la paix et la sécurité. Mais le terme de cessez-le-feu ne l'emploie pas. Alors, pour faire des articles, j'ai dû interroger certains de leurs leaders et je leur demande, mais en fait, pourquoi est-ce que le mot n'est pas là? Et ils me donnent les mêmes arguments pour lesquels ils n'utilisent pas le mot d'apartheid, quoique maintenant ils ont un peu évolué, mais pendant longtemps ils n'ont pas utilisé. Ils disent en fait, nous, on milite en Israël, on va être audible auprès des Israéliens. Le fait qu'en Occident, on nous applaudisse pour ce qu'on fait, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Israéliens nous comprennent. Et en Israël aujourd'hui, si vous parlez de cessez-le-feu, ils ne l'entendent pas. Parce que pour les Israéliens aujourd'hui, le Hamas est prioritaire et donc il faut qu'on ait un autre discours. En gros, leur grand modèle politique, c'était Bernie Sanders. Ils partageaient tous les trucs de Bernie Sanders, Standing Together. Vous savez que Bernie Sanders, aux États-Unis, c'est le même profil. Cessez-le-feu, c'est sur le tas qu'il l'a prononcé. À chaque fois qu'on lui parlait de cessez-le-feu, il disait mais qui peut nous garantir que le Hamas ne refera pas la même opération si on ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Et donc, Standing Together est sur cette ligne-là, si bien, peut-être certains l'ont vu,
si bien que la campagne PDS a fait une déclaration demandant à ce que Stanislas Guevara ne soit plus reçu en Occident par les mouvements pro-palestiniens parce qu'il fallait les boycotter du fait de leur ambiguïté sur des questions majeures que sont cessez-le-feu et l'apartheid, puisqu'ils estiment qu'en fait c'est un peu une espèce de gauche molle israélienne, donc il faut les boycotter. Et puis on a une troisième attitude qui là est celle que forcément en France on connaît peut-être un peu mieux dans les milieux de la gauche française, c'est celle en fait de ceux qui ont toujours été très droits dans leurs bottes. Donc là on a deux personnes, Ofer Kassif à droite qui est un député juif communiste israélien et donc la fameuse Aïda Thomas Suleiman. Eux ils n'ont eu aucun problème, hein. Dès le 8 octobre, Ofer Kassif écrivait sur Twitter: tirer sur des innocents est un crime de guerre, que cela soit à Gaza, Sderot ou Tel Aviv, mais pourquoi s'attendre à ce que les Palestiniens restent passifs face aux pogroms et aux invasions? Pour ceux qui ont peut-être vu également l'un des grands représentants du Parti communiste israélien, monsieur mince, reviens, monsieur mince, bref, il a fait une tribune, Ephraim Davidi, excusez-moi, Ephraim Davidi, membre du conseil central du Parti communiste israélien, fait une tribune le 9 octobre dans le journal d'Humanité français. Ceux qui ont peut-être vu cette tribune-là, il écrit: le problème majeur, c'est l'occupation. Alors même qu'on s'attendait à ce qu'ils disent le Hamas. Il dit c'est l'occupation. Voilà. Et donc là, on a vraiment trois positions radicalement différentes. Ces gens-là qui sont à droite également, il faut avoir en tête qu'eux, ils militent en sachant pertinemment que dans les territoires occupés palestiniens, ce sont leurs partenaires qui sont actuellement pris pour cible. Je n'ai pas le temps de le détailler parce que j'ai fait ce choix de me concentrer sur Israël pour éviter de perdre du temps, mais entre le 7 octobre et quasiment le 1er novembre, l'essentiel des leaders palestiniens en Cisjordanie vont être arrêtés. Quand je dis leaders, je ne parle pas de leaders politiques, je parle de gens qui sont responsables de comités populaires, de groupes pacifistes. Je pense à Munter Amira du camp de réfugiés de Haïda, je pense à Bassem Tamimi du village de Nabi Saleh. Ils vont tous être arrêtés parce que les Israéliens ne veulent surtout pas qu'en Cisjordanie, une révolte se mette en place. Donc on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on va arrêter tous les grands leaders arbitrairement, qu'ils soient leaders syndicaux, parfois des journalistes, parfois des gens d'ONG. Vraiment, on arrête tout le monde. C'est ce qui fait que les prisons vont être remplies très rapidement pour complètement créer un état en fait de sidération. Et voilà. Ceci étant dit, le 28 octobre, à la surprise générale, vraiment, le premier rassemblement contre la guerre a lieu à Tel Aviv. Pourquoi Tel Aviv? Forcément parce que peuplé majoritairement de population juive, c'est plus facile de faire une manifestation à Tel Aviv qu'à Nazareth, où on risque d'être réprimé immédiatement. Donc le 28 octobre, première manifestation. Concrètement, on est avec quelques dizaines de personnes. Hein. C'est pas massif, hein, c'est pas déterminant, mais quand même, ça a lieu d'être souligné parce que ça existe. Hein. Et donc là, on voit, ils sont là donc avec une banderole écrit cessez le feu immédiatement et il n'y a pas de vainqueur dans une guerre. Et puis arrive le 23 novembre, la trêve. La trêve est importante parce que elle va complètement cliver en Israël sur un point majeur, c'est le fait que est-ce que les Israéliens et le Hamas seront prêts à repartir à la guerre après la trêve? Et une grande partie de la gauche israélienne est complètement persuadée qu'il n'y aura plus la guerre. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne pourront pas la reprendre. Et j'avoue que moi-même, plusieurs fois, j'ai intervenu pour dire ben oui, je pense que là, Netanyahou n'a plus les mains en fait pour reprendre la guerre, mais bon, après, je n'ai pas non plus une visibilité assez forte de manière militaire pour le déterminer, mais je croyais aussi que le poids était trop fort sur lui pour reprendre la guerre, et la guerre reprend. 1er décembre, la guerre reprend, d'accord. Alors, il y a opération de Palestiniens en Cisjordanie contre des zones, contre des points de position israéliens, et puis quelque part, Netanyahou ne voulait pas, pour des raisons qu'on peut évoquer après, mais ne voulait pas la poursuite de la trêve. Il faut bien comprendre quand même que du point de vue israélien, du point de vue de l'état-major israélien, devoir chaque soir se soumettre à l'agenda du Hamas pour savoir qui en Israël est libéré, comment ils sont libérés et quand ils sont libérés, c'est une véritable humiliation. Nous, ici, en tant qu'humanistes, je pense qu'on l'a à peu près tous, ce sont des moments, moi je sais, de grandes émotions. Je regardais ça chaque soir tellement c'était complètement fou ces images qu'on voyait là en direct. Du point de vue de l'état-major israélien, stop, il faut arrêter ça. Quoi. Enfin, on est complètement face à notre ennemi qu'on veut anéantir, c'est lui qui nous dicte son agenda. C'est vraiment pas acceptable du tout. Et donc arrive le troisième moment de l'exposé, les pacifistes face à la trêve. Alors, les pacifistes après la trêve, pardon. Après la trêve, concrètement, les positions d'Israël vont changer majoritairement parce qu'il y a trois dynamiques qui se mettent en place. La première, c'est que dans les mois qui vont suivre, la pression internationale va être de plus en plus forte, d'abord par rapport à la crise humanitaire dans Gaza, qu'on ne peut plus ignorer, c'est plus possible. Deuxièmement, parce qu'on a
dans la Cour internationale de justice ou à différents niveaux, eh bien, des États qui vont mettre en accusation Israël de manière très claire. Hein, on a tous vu ces images de la Cour internationale de justice. Et vous savez peut-être qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale estime même que des mandats d'arrêt pourraient être donnés prochainement contre Netanyahou, le porte-parole de l'armée israélienne et également le ministre de la Défense, Yoav Gallant, mais aussi contre au moins 2 hauts dirigeants du Hamas qu'on accuse d'avoir fomenté le 7 octobre. Je ne sais pas où ça ira, mais c'est très clair. Hein, les Israéliens, enfin le gouvernement israélien a fait plusieurs réunions concrètes pour savoir comment il pourrait parer à ça. Et les États-Unis n'arrêtent pas de faire pression sur la CPI pour les empêcher de délivrer les mandats d'arrêt. Non, c'est très clair. Hein. Ils veulent délivrer 3 mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou, Yoav Gallant et Halevi, qui est le chef d'état-major de l'armée israélienne. Et côté du Hamas, il n'y a pas de nom, mais on est quasiment certain que ce serait sûrement Elia Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, et peut-être Mohamed Deif, qui est le chef de la branche militaire, mais on n'a pas les noms, mais en tout cas, c'est dans les circuits. Le deuxième phénomène évident, c'est la manifestation de familles des otages. Alors, les familles des otages qu'on voit ici manifester en bas, les familles des otages ont manifesté quasiment dès le début, mais il faut bien avoir en tête que le 8, 9 et 10 octobre, il n'y a pas beaucoup d'Israéliens qui sont prêts dans les rues avec elles pour dire oui, il faut négocier avec le Hamas. Non, on va tout détruire et on verra après comment on peut libérer. Il y a vraiment cette idée en tête, sauf que pensez aux familles des otages qui voient pendant 10 jours des gens être libérés chaque soir et ils espèrent que leurs proches vont l'être aussi. Et 1er décembre, la guerre reprend. La guerre reprend en sachant pertinemment que les bombardements peuvent causer la mort de vos proches dans la bande de Gaza. Donc, après le 1er décembre, les manifestations de familles d'otages vont être vraiment de plus en plus fortes, au point d'avoir des mouvements importants. Ils vont aller jusque Tel Aviv à Jérusalem à pied en bloquant les autoroutes. Ils vont aller manifester devant Netanyahou, devant la Knesset. Enfin, c'est vraiment un mouvement d'ampleur important auquel va se greffer un troisième mouvement qu'on voit ici en haut à gauche. C'est en fait ceux qui ont manifesté en 2023, voire même depuis 2019, contre le maintien au pouvoir de Netanyahou au motif que c'est quelqu'un de corrompu, ce qui est vrai, et qu'il a plusieurs casseroles, c'est peu de dire en tout cas, de procès sur le dos. Sauf que qu'est-ce qu'on constate quand même, c'est que ça n'a pas la même force qu'en 2023. En 2023, rappelez-vous, hein, vous avez quand même jusqu'à 200 000 Israéliens dans les rues, c'est énorme pour un pays de 9 millions d'habitants, hein, il faut l'avoir en tête. Là, concrètement, vous avez quelques dizaines de milliers de personnes maximum. Alors pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a quand même pour des gens qui sont opposés à Netanyahou, qui sont plutôt, disons, issus de la gauche, il y a l'idée que manifester trop fort, ça va fragiliser le pays. Dans un exemple tout simple, j'ai lu dans plein d'articles à chaque fois que vous allez voir quand les réservistes vont être libérés, ils vont rejoindre les manifestations. Moi, d'emblée, je disais, je suis sceptique, précisément parce qu'un réserviste qui a été à Gaza, quand il va rentrer, il va être chez lui, il va se taire, parce qu'il ne veut pas mettre en accusation principalement ou fragiliser, entre guillemets, hein, ses collègues qui sont encore dans Gaza. Donc, j'y croyais pas, et effectivement, vous voyez bien que ce n'est pas ce qui se passe du tout. Il n'y a pas de réservistes qui manifestent, alors il y en a certains, mais globalement, ils sont dans une optique de dire laissez le cabinet de guerre faire son travail et laissez les négociateurs faire leur travail. Ce que vous faites là ne sert à rien. Et progressivement, il faut savoir que même des familles d'otages ont pris cette position, si bien qu'aujourd'hui, le mouvement, il existe toujours, mais il a quand même pris une autre dimension. Si on revient à nos 3 groupes de départ, c'est important de connaître. Hier, Golan, encore lui, mais parce que vraiment, je fais ce pari, et puis si je me trompe, je vous enverrai un mail, vous le lirez devant tout le monde pour dire que je me suis planté royalement. Mais hier, Golan, dont je crois vraiment qu'il a un rôle à jouer dans l'avenir de la gauche sioniste israélienne, et c'est pour ça qu'il est important, hier, Golan accorde un long entretien à Haaretz en décembre. En décembre, il fait un long entretien donc à Haaretz, et là, c'est important parce que on voit qu'il a complètement changé de discours. La trêve a aussi un effet sur lui, et il commence à comprendre qu'il a un rôle à jouer politique. Il ne peut plus dire non plus tout n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la crise humanitaire doit cesser immédiatement, que si lui était au pouvoir, il mettrait en place immédiatement des corridors humanitaires sécurisés pour la population de Gaza, que les négociations doivent avoir lieu sérieusement avec le Hamas, qu'on peut arriver à un accord, mais, et là il y a un mais, encore une fois, mais forcément, il dit, moi mon modèle politique dans Gaza, c'est il faut refaire ce que Sharon a fait en Cisjordanie en 2002, c'est-à-dire maintenir l'armée israélienne dans la bande de Gaza pour opérer maison par maison, tunnel par tunnel, mais que la population puisse avoir accès à une aide humanitaire. Bon, on est prêt à dire ouais, pourquoi pas, mais quand on sait que l'opération Rempart de Sharon a causé jusqu'à 3000 victimes palestiniennes, on ne sait pas trop de quoi il parle. Et surtout, il y a une phrase moi, qui m'a fait tiquer, mais quelque part, elle est centrale. Il n'y a aucune compassion pour les civils tués, mais aucune. Il n'y a même pas un mot pour dire que c'est grave, aucune. Ou les gens qui meurent de faim. Et surtout, il dit cette phrase vraiment importante à avoir en tête.
parce qu'elle est majeure en fait pour comprendre la gauche sioniste. Il dit Israël a donné à Gaza la possibilité de vivre en paix, voire même d'être un Singapour depuis notre départ en 2005 de la bande de Gaza. Pourquoi c'est important? Parce qu'au sein de la gauche sioniste, il y a vraiment des gens qui peuvent être tout à fait prêts à être pragmatiques avec les Palestiniens, mais par contre, l'idée même d'accepter le discours palestinien, qui est de dire que maintenant, il n'y a pas eu un Singapour, il n'y a pas eu de paix, il y a eu le retrait de 2005, vous avez facilité le Hamas, et puis ensuite, il y a eu forcément un blocus, il y a eu 3 opérations militaires, il y a eu des milliers de victimes, il y a eu une jeunesse qui s'est radicalisée, etc. Il n'y a pas du tout ça en tête. Il y a au contraire l'idée que les Palestiniens sont les premiers responsables de leur sort. Et si vous écoutez Libar Navé aujourd'hui, excusez-moi, mais depuis 7 octobre, c'est exactement ce qu'il fait tout le temps et partout. Parce que c'est à chaque fois le même doxa, c'est-à-dire Netanyahou n'est pas bon, mais quand même les Palestiniens, ils pourraient se montrer un peu moins violents, hein, ils pourraient se montrer un peu plus pacifiques, etc. Et on a cette incapacité à comprendre que, mais à quel moment les Palestiniens peuvent être pacifiques, dès lors que toutes leurs voix qui le sont soit arrêtées, soit contre un exil, soit vouées en fait quelque part à devoir se taire. Et là, on a l'idée de faire porter aux principales victimes une forme de responsabilité dans leur tragédie, et surtout l'idée de vouloir, et ça c'est important, déresponsabiliser les Israéliens maximum. Je suis un grand leader israélien, ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas la politique israélienne, non, non, ce sont les Palestiniens qui ne nous aiment pas, mais moi par contre, grand leader, je vais pouvoir trouver une solution en donnant un plan préétabli. Et là, on est face, à mon avis, à un problème majeur, globalement de la gauche sioniste, mais on pourra y venir après dans le débat si vous le souhaitez. L'autre grande organisation, donc Standing Together, elle par contre, virage complet, puisqu'elle fait partie de ceux qui, au moment de la trêve, étaient sûrs que la guerre ne reprendrait pas. Mais vraiment, ils pensaient que l'émotion était trop forte, etc. Sauf que la trêve ne continue pas, la guerre reprend, et donc là, on a un Standing Together qui va un petit peu se montrer beaucoup plus offensif, avec des vrais appels au cessez-le-feu, mais clairs et sans ambiguïté. Le 18 janvier, Standing Together va initier en Israël la première grande manifestation contre la guerre, avec plus d'une vingtaine d'ONG. Malheureusement, il faut reconnaître que c'est une mobilisation principalement juive. Elle est à Tel Aviv, et donc les Arabes palestiniens, eux, sont plutôt dans les autres villes, et donc ce n'est pas les mêmes mobilisations. Mais quand même, c'est important à souligner. Surtout, ils vont faire 2 choses qui, symboliquement, me paraissent importantes. La première, c'est qu'ils vont mettre en place un convoi de camions et de voitures vers Gaza pour emmener l'aide humanitaire. Symboliquement, c'est quand même très, très fort. On le voit ici à l'image, donc, notamment de leur principal camion. Et ce convoi va être arrêté au checkpoint d'Eretz et ne pourra évidemment jamais rentrer, hein, vous l'imaginez bien. Et surtout, le deuxième chose qu'ils vont faire, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les médias français parce que, ok, c'est pas ce qu'on veut voir, mais quand même, là, il y a 2 semaines maintenant, pardon, il y a 10 jours maintenant, vous avez en fait des groupes de colons qui ont organisé une marche vers Gaza pour justifier du retour de colonies. En fait, ils ont voulu faire exactement ce qui s'est passé en 67 quand Israël a pris la Cisjordanie et Gaza. Ce sont en fait des grandes marches de colons qui pouvaient organiser le début de la colonisation. On marche en fait dans les territoires et puis à un moment donné, on s'installe. On fait genre, c'est la fin de la manifestation. En fait, non, on prend position et on s'installe définitivement. Ils ont voulu faire pareil dans Gaza, symboliquement évidemment. Et du coup, le même jour, Standing Together a appelé toutes les ONG qui étaient partantes à faire la même marche, évidemment, pas le même itinéraire, hein, vous comprenez bien pourquoi, mais vers Gaza. Et ce qui était important, c'est qu'ils ont réussi à avoir notamment l'ONG Rabbi for Human Rights, donc Rabbin pour les droits de l'homme, qui est une ONG importante en Israël, symboliquement, en nombre, c'est pas énorme, mais quand même c'est important. Et surtout, ils ont l'arrivée, parce que Standing Together est très, très, très en relation avec ce qu'on appelle le judaïsme libéral américain. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est, mais vraiment, ce sont des gens qui, dans les synagogues, font des conférences sur la Nakba palestinienne. Enfin, on est sur un autre terrain de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en France. Et Standing Together donc parvient à faire venir des rabbins américains dans la manifestation, et on voit des images absolument folles, je vous invite à aller voir si vous pouvez, de groupes de rabbins qui font des prières face à des soldats israéliens pour dire qu'on n'a pas le droit au nom du judaïsme d'affamer des gens, peu importe qui ils sont, dans la bande de Gaza. Et c'est très très fort de voir ça, et j'aimerais vraiment avoir ces images qui, moi, m'ont vraiment ému par rapport à ce qu'on peut parfois voir dans les médias qui sont absolument affligeants. Donc voilà, Standing Together continue aujourd'hui à être aux avant-postes de la mobilisation, mais surtout une mobilisation que j'appelle juive, dans le sens, pas caricatural, mais dans le sens où en fait, ils sont surtout basés à Tel Aviv, et donc ils ont assez peu d'emprise, il faut le reconnaître, sur la population palestinienne d'Israël. Ce qui n'est pas le cas par contre de ma troisième tendance, qui est donc celle de la gauche dite radicale. Alors elle, la gauche radicale, voilà, ben, c'est elle qui va d'emblée prendre le mot de génocide et en faire un étendard, clairement. C'est elle qui va manifester principalement
dans des villes plutôt mixtes ou arabes, hein, donc Nazareth ou Haïfa, et surtout le 21 janvier, elle va mettre en place, cette gauche radicale, une nouvelle coalition qui s'appelle Partenariat pour la paix, donc Shirakat el-Salam en arabe et Shufut al-Shalom en hébreu, je m'excuse pour l'accent. Cette organisation, enfin ce partenariat, pardon, regroupe 40 organisations, principalement issues, il faut le dire, hein, de la gauche radicale et des milieux palestiniens israéliens, sur une base politique en 5 points: cessez-le-feu immédiat, libération d'otages et de prisonniers palestiniens, solution politique, parce que oui, il faut le savoir, hein, même la gauche la plus radicale en Israël, sauf certains groupes antisionistes particuliers, mais le reste de la gauche radicale est encore sur une doxa à 2 États. Pour eux, il n'y a même pas de discussion d'un État, ça paraît complètement hors propos selon eux. Quatrième point, fin de la persécution raciste. Donc en gros, on dégage le gouvernement actuel et on met en place une société beaucoup plus répressive contre les actes racistes. Et cinquième point, eh bien, ce qu'ils ont toujours prôné, c'est-à-dire une société véritablement égalitaire en Israël, avec le démantèlement de toutes les lois qui organisent la discrimination des Palestiniens. Et c'est important parce que cette coalition-là, en fait, c'est elle qui agit principalement dans les villes palestiniennes. En fait, c'est ça qui est vraiment important. Il y a vraiment une division. Par contre, regardez, j'ai mis ici une photographie. Pourquoi je vous l'ai mise? Parce qu'on est à Haïfa, manifestation organisée par le partenariat qu'on voit en haut à droite. Et on a ici au centre des gens qui ont des t-shirts violets. Les t-shirts violets, c'est les t-shirts de Standing Together. C'est important parce que vous devez tous comprendre, Israël est un petit pays. Les groupes militants se connaissent tous en réalité, mais tous, même des gens de gauche sioniste, ils se connaissent tous parce qu'en fait, ce n'est pas des groupes qui sont assez importants pour s'ignorer. Ils se côtoient régulièrement. Et en fait, quand on est un militant Standing Together, on peut très bien aller manifester à Nazareth ou à Haïfa aux côtés de la gauche radicale et inversement. Enfin, c'est vraiment pas des choses qui sont antinomiques dans l'idée israélienne. Par contre, voilà, gauche sioniste, gauche antisioniste, là, c'est plus des frontières marquées, mais sinon, globalement, il n'y a pas vraiment de point, on va dire, majeur. Sur cette question-là, on pourrait tout à fait se dire que là, dans ce que je montre là, donc entre les otages, ma famille des otages, manifestations contre Netanyahou et des gens qui manifestent de manière radicale contre la guerre à Gaza, on pourrait dire qu'il y a un camp de la paix balbutiant en train d'être formé. Bon, moi, je suis assez sceptique sur ça, non pas que je veux vous désespérer, mais en fait, concrètement, chaque samedi à Tel Aviv, vous avez le même processus. Il y a 3 manifestations. Alors, même si aujourd'hui, c'est un peu moins comme ça, mais globalement, ça reste l'idée. Il y a une première manifestation qui est celle en fait du bloc radical, où on a en gros quelques centaines de personnes, voilà, où on parlait de génocide, etc. Et puis, deuxième étape, on a les manifestations contre Netanyahou, où là, on a quelques dizaines de personnes, c'est ce qu'on voit en bas. Et puis, en fait, tout ce cortège-là, les 2 cortèges à peu près, hein, vont converger vers la place des otages à Tel Aviv, où les familles attendent pour faire leur fameux discours rituel, etc. Et puis, avoir une pensée, évidemment, pour les familles des otages. Sauf que pour ceux qui voient un camp de la paix, ben, il y a une image moi, que j'ai fait tourner sur les réseaux sociaux parce qu'elle est assez importante. La dernière manifestation que le lundi, regardez, c'était le slogan de la manifestation. Rafa peut attendre, les otages non. Rafa peut attendre. C'est pas d'attaque à Rafa, c'est Rafa on pourra voir plus tard. Là maintenant, l'enjeu principal, c'est les otages. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que attention à ceux qui perçoivent là un camp de la paix en formation. On a une alternative peut-être à Netanyahou en formation, mais ce n'est pas un camp de la paix. Pour rappel, ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition à Netanyahou et membres du cabinet de guerre sont tout aussi favorables à ce qu'il y ait demain une guerre sur le Liban. Ils l'ont affirmé d'emblée. Et ils sont aussi persuadés que l'Iran est derrière le 7 octobre, ce dont j'ai évidemment beaucoup de doutes, mais on pourra en discuter si vous voulez après. Et donc l'Iran est une cible potentielle. En termes d'opinion publique israélienne, on a une évolution qui est aussi également assez majeure. En gros, pour dire simplement, de décembre à janvier, les Israéliens sont assez majoritairement pour dire il faut maintenant un accord pour les otages. La trêve était en tête de tout le monde, traumatisé, la guerre reprend, il faut libérer les otages maintenant. Et puis en janvier, on a commencé en Israël à dire de plus en plus aux Israéliens que les demandes du Hamas sont bien trop élevées. Elles sont même, ils disaient parfois, elles sont incohérentes. En gros, le Hamas demande retrait de toute l'armée israélienne de la bande de Gaza, libération des grands prisonniers palestiniens, notamment Maron Barghouti et d'autres, la volonté que Gaza soit reconstruit dans un espace qui irait entre 4 et 10 ans, retour de tous les Palestiniens, quels qu'ils soient, dans le nord de la bande de Gaza, bref, des conditions que actuellement le cabinet de guerre israélien refuse principalement. Et donc, on a vu à partir de janvier un basculement où même des familles d'otages ont commencé à dire eh bien,
Si le Hamas n'est pas prêt à négocier sérieusement, que pour eux, ce n'est pas sérieux ce que demande le Hamas, eh bien, allons jusqu'au bout. On a fait, en gros, Gaza, on a fait Khan Younes, il ne reste plus que Rafah. Eh bien, finissons le travail, allons à Rafah. Et on voit un basculement véritable. Sauf qu'il y a un point que personne ne voyait venir. La pression internationale et humanitaire a été si forte pour les Israéliens qu'on a maintenant de l'aide humanitaire qui entre, on a la CPI qui parle, etc., d'arrestation, et puis on a surtout un retrait d'une partie des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Vous avez peut-être vu, ils sont retirés de Khan Younes maintenant, et on voit que ça s'est un petit peu calmé. Il y a toujours des victimes palestiniennes, mais ça s'est un petit peu calmé. Et donc les sondages maintenant sont inversés, puisque alors même que les Israéliens étaient clairement opposés à l'idée même d'élection tant que la guerre continue, maintenant c'est fini. Le dernier sondage qui date du mois d'avril, donc fait encore une fois, quand je dis sondage, c'est toujours l'Institut pour la démocratie en Israël qui est pour moi la véritable référence en termes de sondage. J'ai peu de doute sur ça. 62% des Israéliens exigent la démission immédiate de ceux qui jugent comme étant responsables de cet octobre, donc en gros Netanyahou et son gouvernement, et 51% sont favorables à des élections dès 2024. Vous comprenez à quel point Netanyahou est véritablement pris au piège en réalité, puisque sa coalition lui dit clairement que si il ne va pas à Rafah, il quitte le gouvernement. Voilà. Et lui sait très bien que s'il va à Rafah, il risque d'avoir internationalement une condamnation majeure sur lui. Sauf que l'opposition, bien. Eh bien, je termine ça. L'opposition, bien regardez, là, on est face à cette véritable contradiction où vous avez en fait ici Yair Lapid, qui est l'un des chefs de file de l'opposition à Benjamin Netanyahou. Il a eu deux déclarations qui sont intéressantes. Donc, Yair Lapid, c'est vu comme un centriste en Israël, un centriste libéral, invité chez LCI, d'ailleurs, chez LCI. Et le journaliste Darius Rochbin lui dit très bien, vous êtes opposant à Netanyahou, que ferez-vous du coup des colonies quand vous serez au pouvoir? Et il dit mais de quelles colonies vous parlez? Nous vivons sur notre terre biblique. Sidération, puisque c'est quelqu'un qui veut en Israël comme un laïc centriste, donc il y a une contradiction majeure. Et surtout, dans Haaretz, il a fait une interview récemment qui est assez sidérante, où il dit, dans le point 6, vous le mettez ici, nous demandons en fait à ce que les Palestiniens ne fassent pas différemment que les Suisses, les Allemands ou les Australiens, montrer qu'ils peuvent être des gens amoureux de la paix. Et s'ils le font, eh bien, nous pourrons nous entendre ensemble. Ça veut dire en gros qu'ils acceptent d'être colonisés, occupés dans la paix et la bienveillance, et puis on pourra ensuite voir potentiellement une convergence. Bon, j'avais d'autres points, mais on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il est déjà... Pour Je vous remercie, on peut pouvoir discuter. On comprend bien votre passion, donc on l'accepte fort bien. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on puisse discuter, débattre. Et je pense qu'il y a des questions qui sont à droite, à gauche, au milieu. Donc allez-y. Allons-y, engueulons-nous, parlons-nous, débattons. On n'est pas obligé de s'engueuler. Un détail technique. Allez-y. Dans la présentation de l'Assemblée israélienne, les députés arabes sont les n'y étaient pas. Excellente question. En fait, c'est la gauche dite à droite, voilà. 9 députés de gauche, dont 4 travaillistes. Oui. Et vous en avez 5 qui sont de ce qu'on appelle Hadash, donc la liste unifiée, qui comprend évidemment 4 arabes, 1 juif. Ils ont alors. Ah, c'est là. Bah, allez, j'ai dit que j'allais lever. Allez-y. Voilà, c'est là. Hop. Là. Là. Les 4. Pardon, les 5. Voilà. Justement, les 5 ici, là. Voilà. On voit ici. Ça, en gros, c'est la gauche. Sauf que ici, vous avez les points verts. Les points verts, c'est RAM. C'est les islamo-conservateurs que les Israéliens qui sont arabes les mettent côté gauche. Voilà. Et pas côté religieux. Voilà. Du fait qu'ils soient arabes, ils les mettent là. Voilà. Ah bah oui, écoutez, c'est pas moi qui fais les termes. Hein. Moi, j'ai bien aimé votre introduction, le fait que vous dénonciez une situation dans notre pays actuellement qui est quand même très inquiétante, du point de vue de la défense des droits et de la défense du droit à l'expression. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus, si vous le voulez bien. Je ne saurais quoi dire d'autre. Hein. Vous savez, pour ceux qui me suivent ou ceux qui me lisent, moi, j'ai eu aucun mal le 7 octobre à faire ce que je vous ai fait là, hein, c'est-à-dire en gros expliquer qu'il y a des gens qui ont été tués, qui sont innocents, etc.
j'ai jamais employé même le terme d'acte de résistance parce que j'estime qu'il y a une complexité là-dedans, même si aujourd'hui, avec le temps, on se rend compte que le 7 octobre, il y a eu plusieurs versions. Il y a la version immédiate qui nous a tous sidérés, en fait, d'attaques complètement aveugles contre des civils. Aujourd'hui, en fait, on comprend que ça a été différent. Il y a une attaque d'abord contre des zones militaires qui ensuite ont dérivé sur des civils. Et surtout, il y a eu un chaos complet. Je pense qu'on le sait, hein, j'espère que j'apprendrai à personne ici, mais le Hamas pensait avoir à peu près 15 minutes pour agir. Donc, prendre les bases militaires, prendre des otages au maximum et revenir. Ils ont eu jusqu'à 7 heures en réalité. 7 heures pendant lesquelles l'armée israélienne n'a quasiment pas réussi. Pas qu'elle n'était pas là, elle n'a pas réussi à reprendre les zones, il faut le savoir. Et il y a eu aussi ce moment absolument sidérant. Et là, pareil, il y a une différence majeure entre le 8 octobre, où on apprend qu'ils ont attaqué un festival de musique. Donc, nécessairement, chez plein de gens, ça fait un écho avec le Bataclan. Et en fait, aujourd'hui, on sait par des sources sûres qu'en fait, ils n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait un festival de musique ce jour-là. Parce qu'en fait, quand ils sont sur leur fameux deltaplane, etc., ils visent les kibbutz et les zones militaires, et ils voient depuis les deltaplanes des gens qui font la fête. Et c'est comme ça qu'ils vont, en atterrissant, demander à leur troupe, en gros, d'aller vers là, parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire la fête à côté. Et cette situation-là, elle va créer en fait une scène de chaos, majoritairement. Et puis surtout, n'oublions pas un point, on le dit assez peu, à mon avis, ça. On sait qu'il y a à peu près entre 1000 et 1200 combattants liés au Hamas, pas d'autres groupes palestiniens, d'accord, qui vont pénétrer le 7 octobre. Sauf que pendant 7 heures, il s'est passé plein de trucs. Et on estime que presque 3000 personnes ont pénétré sur l'israélien. Moi, je me souviens précisément, le 7 octobre, aux alentours de midi 13h, d'un journaliste de la bande de Gaza qui fait un duplex depuis un kibbutz. Parce qu'il se dit, mais c'est dingue, on est en train de conquérir des territoires, c'est complètement fou. Imaginez un journaliste qui fait un duplex. À quel point il se sent en sécurité, en fait, finalement. Donc, toute la jeunesse palestinienne qui était levée ce matin, etc., on a vu des images folles. On les a vues, des gens qui viennent piller, qui viennent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, au-delà des divergences que j'ai pu avoir avec différents groupes qui ont exprimé leur position le 7 octobre, pour autant, aujourd'hui, ce qui se passe, ça dépasse de loin ce cadre-là. Parce qu'en fait, on voit que dans les groupes et les gens qui sont incriminés, certaines personnes ont été très claires sur leur position et n'ont jamais exprimé ce que je viens de dire là. Voilà. Ils n'ont jamais parlé d'acte de résistance. Point barre. Et dans ce cadre-là, quand on sait aujourd'hui ce qui s'est passé, moi j'estime que même ceux qui, 7 octobre, continuent aujourd'hui à dire acte de résistance, ont à s'expliquer dans le cadre de débats comme ça entre nous, mais pas devant la police judiciaire française. Point barre. Point barre. À aucun moment, les gens, même les plus radicaux, ont exprimé le fait qu'ils étaient contents que des gens soient tués, du tout. Voilà, ils ont simplement exprimé le fait que pour eux, il y avait des groupes qui avaient le droit de prendre les armes pour rester, etc. Bon. On peut ne pas être d'accord avec, mais un débat politique ne se règle pas devant la police judiciaire. C'est ma position et ce sera toujours la même. C'était une question franco-française. Bon. Le problème, je ne suis pas capable de répondre à votre question, c'est de savoir si la juridiction administrative est en train de changer de jurisprudence. Ça, c'est pas mon domaine. Dans une situation tout à fait inquiétante. Que les préfets interdisent lors du ministre classique. Généralement, on va dans le tribunal administratif et le préfet a tort. Or, dans les dernières interdictions, il n'y a rien passé. Je ne suis pas capable de dire qu'il n'y a pas eu de recours, ou si ce coup-ci, les tribunaux administratifs et après le Conseil d'État va durcir en effet cette position qui sera en effet tout à fait inquiétant pour la démocratie. N'étant pas du tout juriste, j'avoue que franco-française, ce qui se passe, un phénomène de changement de jurisprudence administrative, très inquiétant, de liberté de très grande. Et là, mais le problème pénal, à mon avis, est plus grave que le problème administratif, que la jurisprudence administrative. Le problème pénal, actuellement, il est extrêmement préoccupant. Que des gens soient convoqués. Ah oui, ça c'est une oui, non, mais moi, c'était surtout la question que je voulais poser. Mais si vous permettez, parce que je ne botte pas en douche, mais j'avoue que je ne suis pas juriste et je ne saurais même pas vous expliquer au nom de quelle loi, etc., parce que ce n'est pas mon domaine. Mais ce n'est pas qu'en France, quelqu'un a exprimé le fait que dans l'histoire américaine, on peut compter sur vraiment les doigts d'une main le nombre de fois où la police est entrée sur un campus américain pour dégager des étudiants qui manifestent. Les images qu'on voit aujourd'hui à Columbia ou à UCLA, elles sont hallucinantes. Hallucinantes. Mais vraiment, il y a un basculement qui, je ne sais pas comment nos sociétés vont en sortir, en fait, clairement. Puisque
on peut discuter. Moi, je ne suis pas à Columbia, ni à Berkeley, ni à UCLA ces derniers temps, hein, j'avoue. Mais ce que je vois, c'est des gens qui manifestent et qui dénoncent la politique israélienne dans la bande de Gaza. Et à aucun moment, et ça me paraît légitime, quoi que ce soit, qu'on les déloge ou qu'on les sanctionne. Donc, après, bon, je ne suis pas à la question allemande. Tu connais Il y a un meeting du 12 au 14 juin de BDS Allemagne qui a été interdit. Et Yaliza Ouvakis a été interdit de parler, qui est un leader de gauche grec, a été empêché de parler. Enfin, comme vous dites, les idées s'échangent. Il y a surtout une détérioration de la démocratie dans tous les pays occidentaux. Ne parlons pas de la Russie, mais il y a une détérioration de la démocratie. Alors, évidemment, on atteint toute la liberté publique et on en subit les conséquences. Vous avez des questions sur l'exposé, parce que j'avoue que si on reste sur ça, moi je ne saurais pas vous répondre plus que ça. Désolé. Là, c'est des spécialistes, là, hein, ce côté-ci. Mais vous devriez inviter un juriste. Non, mais Ah, pardon, excusez-moi. Je voulais simplement vous demander, Claude, plus fort. Si tu... compte tenu de la situation actuelle, et de ce que vous avez très bien décrit, comment voyez-vous l'évolution à cause des ministères des événements? C'est une bonne question parce que ça faisait partie un peu de la suite des points que je comptais aborder pour finir, donc ça me permet de le développer. Je crois qu'on est face en fait à deux véritables problèmes, mais qui du coup d'ailleurs renforcent une des centrales. Les deux problèmes, c'est que si j'entends la légitimité occidentale de considérer que le Hamas n'est plus un partenaire avec qui on veut discuter, j'entends cette position, il faut comprendre que sur le terrain, on est très loin de cette idée-là. Côté palestinien, il y a un soutien assez clair au Hamas et au 7 octobre. Alors attention, là encore une fois, les Israéliens sont dans une véritable bulle cognitive où ils ne voient pas, même pas, ils s'en fichent complètement de la souffrance palestinienne. Ils pensent que ce sont les seules victimes là-dedans et ce sont les seuls à devoir être soutenus. Côté palestinien, il y a le même pourcentage de gens qui soutiennent le 7 octobre, le même condamne l'attaque de civils. Simplement, ils n'ont pas en tête que 7 octobre, des civils ont été tués. Il y a l'idée en fait que 7 octobre, il y a eu d'abord une opération militaire qui a pu avoir des dommages collatéraux, et puis surtout, les Israéliens ont peut-être aussi tué eux-mêmes des gens, etc., dans leur opération de répression. Donc, là-dedans, l'idée d'une condamnation du Hamas, non, côté palestinien, pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour. Dans les sondages qui sortent encore récemment, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Le Hamas est au centre du jeu. Et sans choquer forcément, mais il faut comprendre que depuis le 7 octobre, quasiment toutes les factions palestiniennes, et quand je dis toutes, c'est hormis peut-être certaines issues, disons, d'une gauche démocratique et relativement faible, il faut reconnaître, les autres tendances, même celles issues du Fatah, la tendance qui critique Mahmoud Abbas, donc issue en fait de Marwan Barghouti, ont défilé à Doha et auprès des dirigeants du Hamas parce qu'ils savent que c'est eux maintenant les maîtres du jeu. Ils ont 130 otages, ils ont démontré comme aucun autre groupe palestinien leur capacité à aller se confronter à l'armée israélienne. Ils ont fait concrètement ce que les autres groupes palestiniens faisaient par le passé et qu'ils ne voulaient plus faire aujourd'hui. Et en fait, ils ont rappelé aux Palestiniens que si on ne fait pas la voie des armes, on ne parle plus de nous. Voilà. Et que quelque part, eh bien, on vous empêche, si vous voulez, aujourd'hui, que le monde vous oublie. Alors, avec des conséquences désastreuses complètes. Et là, encore une fois, on ne sait pas comment ça va se passer par rapport à Gaza. Mais d'abord, côté palestinien, c'est ça l'enjeu central. Et je le redis encore une fois, si on est sincère dans l'idée de vouloir marginaliser le Hamas et le mettre de côté, très bien, il y a une voie, c'est de faire pression sur Israël sur la libération de prisonniers palestiniens. Parce qu'actuellement, les dirigeants qui sont en liberté côté palestinien, aucun, il faut être clair, n'a la capacité d'aller concurrencer en termes de charisme et d'aura politique les dirigeants du Hamas, il faut être clair. Que ce soit ceux à l'extérieur comme à l'intérieur. En revanche, ceux dans les prisons d'Israël, on peut penser à Moran Barghouti ou à d'autres, ont largement cette capacité-là, mais là encore une fois, sans pression internationale, jamais de la vie, Netanyahou, je ne crois même pas à notre gouvernement, ne le libérera. Donc, c'est ce que je dis souvent, c'est que si on est certain de notre démarche, elle est là la piste. Elle n'est pas dans l'attaque à Rafah et une guerre qui au final n'anéantira jamais le Hamas. Au contraire, on est en train de préparer, à mon avis, aujourd'hui, les prochaines générations de recrutement pour les groupes palestiniens armés et les plus radicaux. Ça me paraît tellement logique en termes de radicalité. Côté... Oui, les Israéliens vont finir par tuer le chef du Hamas. Ça peut être ça le fait nouveau. Ben lequel en fait? Mais lequel en fait? Lequel? Le Siraj. Sinoir? Oui, Sinoir. Et le tuer après? Ah, oui, si, ça aura un effet. Quel effet ça aura? Comme le héros. Il y en aura un autre.
il y a Ismaël Haniyeh qui est aujourd'hui l'un des plus grands leaders. D'accord. Oui, voilà. Et vous verrez qu'il y aura sûrement dans les têtes du gouvernement israélien. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. C'est pas un argument. Il est en Oui. position de force. Vous savez, Concession. du coup, je termine par rapport à ça, mais parce que c'est l'écho à ce que vous dites là. Toutes les personnes dans tous les débats auxquels j'ai pu participer, dans ce que j'ai pu écrire, où on me dit est-ce la fin de Netanyahou, je dis toujours la même chose. Je dis que là, aujourd'hui, ça paraît évident par rapport au sondage, mais attention, les sondages sont faits dans un contexte où les Israéliens se considèrent comme en guerre. Voilà. Donc, ils sont traumatisés par la guerre et ce qui se passe, pas pour les Palestiniens à Gaza, mais ce qui se passe par rapport aux otages, d'accord. Si demain Netanyahou, imaginons, je ne sais pas, sur une espèce de coup de force politique parvient, soit, comme vous dites, à tuer six noirs, soit, je ne sais pas, opération incroyable, ils arrivent à trouver une cache, à libérer 30-40 otages, c'est plus la même donne politique en Israël. Hein. Netanyahou pourra dire, regardez, j'ai pas assez de négociations, je suis allé jusqu'au bout et j'ai réussi quelque part. Donc, mais je suis très sceptique sur ça, vraiment, sur la réussite, mais bon, pareil, je n'ai pas les éléments. Et donc, sur les perspectives, ça montre qu'en fait, aujourd'hui, sans pression internationale, on a en fait deux sociétés qui sont absolument incapables d'imaginer une moindre forme de négociation par rapport à la radicalité qu'il y a. Et en fait, revenons à la question centrale. Le colonialisme piège complètement Israéliens et Palestiniens dans leur position. Les Israéliens, parce qu'ils ont tous les privilèges, ils ne veulent rien lâcher, du moins ils ne veulent plus rien lâcher, ou si peu. Et côté palestinien, ils ont tellement perdu qu'ils n'ont plus rien à perdre finalement. Et donc la voie des armes leur paraît aujourd'hui la seule arme qui leur permettent d'exister, de se faire entendre. Si on veut un temps soit peu que ça s'arrête, il faut une pression internationale. Voilà. Tous ceux qui vous disent on va remettre les deux dans une table pour négocier, bullshit, c'est bidon, ça ne peut pas marcher. Voilà. Il faut une pression internationale qui soit majeure et qui soit faite pour d'abord un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est ma position sur la même. On verra. Oui, je vais peut-être profiter pour faire une annonce non plus sur un autre événement qui se fait via celui-là. C'est une annonce, je vais faire un événement avec en vidéoconférence. Un des personnages que je vais montrer pour faire Cassif. Super. Mais c'est par vidéoconférence, il ne viendra pas par lui. Par vidéoconférence, il y aura lui. Et il y aura aussi des orateurs de Standing Together. Et c'est où et quand? C'est la date n'est pas encore fixée pour avoir une. Ah, c'est en ligne? Non, l'idée, ce serait qu'eux, ils parleront en ligne. Ah, mais vous annoncez un événement qui n'a pas encore de date ni de lieu. Non, parce que le problème, vous embête. Le problème, j'ai des contacts là-bas, mais je n'ai pas beaucoup de contacts. Donc, j'ai encore d'autres orateurs. C'est un appel au campus, au cercle Condorcet. Voilà. Ah, J'ai des orateurs. Ok. Donc, dont ces deux-là. Donc, Très bien. ça va nous faire en ce moment faire une campagne internationale. Ouais. Donc, j'ai des orateurs, mais effectivement, je n'ai pas de salle et je n'ai pas de date. Mais en fait, la date, elle était en avril, mais j'avais une salle. Ok. Là. Donc, après, entre-temps, comme vous l'avez très bien dit, il y a le sujet que faire parler des Israéliens, ce n'est pas facile. Parce que dans certains cercles palestiniens, on va dire. Ça dépend quelle voix israélienne. Non, il y a le simple fait d'être israélien, c'est déjà dans certaines cercles, comme BDS, vous avez bien cité le cas de BDS qui boycotte Standing Together. Je ne suis pas d'accord avec vous, hein, vraiment. En fait, vous avez vu récemment des conférences à Paris, même dans des groupes très pro-palestiniens, de Orly Noy, qui est la directrice de B'Tselem, la principale ONG droits de l'homme israélienne. Simplement, son discours est très clair sur Gaza, sur l'apartheid surtout. Ce qui est reproché à Standing Together, excusez-moi, ce n'est pas le fait d'être israélien, c'est le fait que sur certains points politiques, il y a une ambiguïté qui leur est reprochée, et ils le savent très bien parce qu'eux-mêmes ont communiqué sur BDS, tout ça. Donc, non, attention. Non, moi, je parle de mon vécu. Effectivement, c'est possible que d'autres arrivent à ajouter. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ce n'est pas facile. Rien que le fait que ce n'est pas facile. Et moi, dans mon cas, je ne suis pas, justement, je ne connais pas, je découvre un peu ça. Et donc voilà, j'étais là-bas au mois de février-mars. Ok. Donc ça, c'est l'occasion de plus. Très bien. Parce qu'on me dit tout le monde se connaît, c'est exactement ça. Bah oui. C'est tout petit, tout le monde se connaît, donc c'est facile de connaître tout le monde. Et donc voilà, donc je voulais proposer ça, je me dis, j'ai pas encore, c'est pas parce que j'ai pas de salle, dès que j'ai une salle. Vous n'avez pas de salle, avez-vous une question? La question, c'est est-ce que vous souhaitez participer? Ah, je sais pas, ça n'a pas lieu d'être. Laissons-les parler eux, en fait. Hein. Non, mais honnêtement, je ne vote pas en touche, mais moi, quand c'est des Palestiniens israéliens à la tribune, ma position, c'est toujours de dire, je ne vois pas pourquoi il y aura un Français, sauf pour animer à la rigueur, mais sinon, laissons-les parler, quoi. Il y en a déjà tellement peu. Oui. On peut y participer à l'occasion, mais je dirais, on ne peut pas en discuter là maintenant. Voilà. D'autres interventions?
Non? Peut-être une, Ah. peut-être une question de fond quand même, parce qu'au passage, il me semble vous avoir entendu dire, bon, 2 États, c'est has-been. Ah non, du tout. Non, C'est pas... Bah, allez-y, allez-y. non, non, parce que, bon, moi j'ai toujours défendu la solution à un État. L'égalité des droits entre les Israéliens et les Palestiniens. Bon, c'est la solution peut-être la plus utopique et c'est la solution la plus démocratique. Bon, j'admets aussi qu'on peut passer par la solution à deux États pour déboucher peut-être sur une solution de type fédéral ou plus facilement confédéral. Et de là, évidemment, peut-être aboutir à une solution à un État. Mais fondamentalement, c'est l'égalité des droits entre les Israéliens et les Palestiniens habitant ce même territoire qui est l'enjeu essentiel. Et ça devrait être le mot d'ordre de la communauté internationale. Mettre fin à l'apartheid et reconnaître l'égalité des droits. À partir de là, on peut construire ce qu'on veut, enfin ce qu'on peut, mais partir quand même de la démocratie, de la solution démocratique, de l'égalité des droits. Alors, c'est pour ça que moi, je ne suis pas tellement choqué d'ailleurs quand, parce que c'est une des choses en débat aussi, quand on montre une seule carte de la Méditerranée au Jourdain. Oui. From the river to the sea. Why not? Parce que c'est la solution à un État. Où tout le monde vit avec les mêmes droits. Non, mais surtout, je commence sur ça et je termine sur 2 États, mais c'est important. En fait, on fait mine de ne pas comprendre. Peut-être qu'on ne comprend pas, dans ce cas, c'est de l'ignorance crasse. Et je dis crasse parce qu'en fait, ça permet d'instrumentaliser des campagnes, d'alimenter des campagnes horribles. C'est que, évidemment, que du point de vue palestinien, et sur ça, Elias Sambar, qu'on ne peut pas reprocher d'être quelqu'un de belliciste ou de militariste, l'exprime merveilleusement bien. Elias Sambar dit « Les Palestiniens ont accepté de différencier l'idée de patrie et celui d'État. » C'est-à-dire que l'État ne sera pas sur toute la patrie. Ne demandez pas maintenant aux Palestiniens d'oublier la patrie. La patrie, c'est la Palestine. Par contre, on a compris par rapport au rapport de force que d'accord, on veut un État sur une partie de la patrie. Donc en fait, que des groupes palestiniens aujourd'hui prennent la carte de la Palestine historique pour dire droit des Palestiniens, moi, ça ne me choque pas. Personnellement, ça ne me choque pas, puisque à partir de moment, il y a des Palestiniens qui vivent entre la Méditerranée et le Jourdain, ils ne sont pas les seuls, mais sur les cartes là, il n'y a pas écrit pour une Palestine 100% palestinienne ou sans juifs. Pas du tout. C'est une carte d'un territoire où il y a Israéliens et Palestiniens qui vivent de manière complètement croisée, etc. Et donc, ce débat, il est complètement... Maintenant, sur la question de 2 États et d'un État. Alors, il faut juste avoir les éléments en tête qui me paraissent importants. Aujourd'hui, la solution à 2 États, c'est la solution qui reste la plus soutenue dans les 2 sociétés, dans les sondages qui sont donnés. C'est la moins rejetée côté palestinien. C'est la seule, en fait, en Israël qui a un tout petit peu soutenu. Quand je dis c'est que, en gros, on a à peu près 30% des juifs israéliens qui sont favorables à une solution, à la création d'un État palestinien. Bon, et encore, il faut voir de quel État il parle vraiment. Mais c'est pour dire qu'en gros, c'est la seule solution sur la table qui peut à peu près faire consensus. À peu près, je dis. S'oppose alors à la question d'un État. Le problème quand on parle d'un État, c'est souvent le reproche que je fais à certains groupes, on ne le définit pas. Un État, ça veut tout et rien dire. Le Likoud est pour un seul État. Hein. Ah oui, ils sont favorables. Il y a des gens du Likoud qui ont écrit des livres qui défendent l'idée à un seul État. Seulement, eux, ils veulent un État d'apartheid et le revendiquent clairement. Un seul État, aussi, par exemple, parfois on dit oui, un seul État binational. Et deuxième, un État commun. Ce n'est pas la même chose du tout. Un État commun, c'est ce que les marxistes ont historiquement toujours revendiqué en Palestine. Mais l'État commun, ça signifie qu'en fait, on ne reconnaît pas le droit à 2 nations à vivre là. On reconnaît le droit à un peuple qui serait juif et arabe et à être dans un seul État. Cet État serait l'État de Palestine. L'État binational, c'est la fonction où on part du principe que les juifs et les Palestiniens ont leur droit à l'autodétermination et on va organiser une vie en commun, un petit peu sur un modèle, on va dire un petit peu comme on a, excusez-moi, caricatural, mais un petit peu à la Belge ou genre Bosnie. Chacun a sa nation, ses institutions et avec des points communs. C'est ça l'État binational. Donc attention à ce qu'on parle et l'État binational, malheureusement, il faut reconnaître, bon, intellectuellement, côté israélien, il y a quelques personnes, je peux mentionner d'autres, mais côté palestinien, c'est beaucoup plus complexe. Et même côté palestinien, quand on revendique un seul État, c'est souvent ce fameux État commun, voilà, qui est au cœur du jeu. Après, pour 2 États, moi, ce que je dis, je termine vraiment sur ça. Chaque fois, j'ai la même solution. Je ne critique absolument pas les gens qui revendiquent 2 États. Ce n'est pas mon but. Je dis simplement que si vous êtes pour 2 États, ayez, et c'est pas à vous ici, mais
aux dirigeants politiques, ayez l'honnêteté de reconnaître que deux États aujourd'hui, si vous le revendiquez, ça doit aller de pair avec deux choses. Le premier point, c'est nécessairement des sanctions contre la puissance qui colonise et qui a empêché deux États. Factuellement, on peut reprocher plein de choses au Hamas et au FPLP, mais ce n'est pas eux qui colonisent et qui occupent à la preuve du contraire. Bon. Et deuxièmement, on oublie trop souvent que les deux États, ce n'est pas simplement une question de tracer des frontières ou de retirer quelques colonies. La colonisation des terres palestiniennes, c'est l'appropriation des richesses, c'est l'empêchement pour la population colonisée d'avoir accès aux moyens de production, d'avoir accès à leurs ressources naturelles. Et donc, si demain on fait des frontières, ou même on retire des colonies et on crée un État palestinien là comme ça, l'État palestinien n'est pas viable 2 minutes. Impossible. Donc, État palestinien, ça signifie un vrai processus de répartition des richesses, d'accès aux ressources naturelles, d'économie et de réparation. Ce n'est pas qu'une question de bâtiments sur des collines. Voilà. Et parfois, on le vend comme ça. Oui, on va retirer les colonies, ils vont partir. Et alors, tu vas créer le même problème. Ce serait une population qui sera tellement appauvrie avec un État tellement faible qu'ils vont être dépendants d'Israël. Point barre. Donc, ce n'est pas deux États, ce sera un État et à côté des lambeaux, en fait. Des bantoustes. Voilà, des bantoustes. Voilà. On a jusqu'à quelle heure parce que je ne sais pas. Non, mais c'est à peu près l'heure, là. Donc, moi, j'aurais bien posé des questions, mais je. On peut en faire une dernière et après. Non, c'était pas loin de celle de voilà. Pascal. Non, c'est vrai que sur cette solution à deux États, il aurait été intéressant ou à un État de continuer à discuter. Je crois que je reviens. Je ne défendrai pas Elie Barnavi ce soir parce que. Mais je reviens à la discussion qu'on a eue aussi Elias Sambar. Hein, donc, on connaît quand même pas mal de gens et monsieur là qui doit organiser les choses, on a pas mal de facilité. Hein. Je reviens à ce débat qu'on avait eu en 2005. Ça avait beaucoup porté sur la reconnaissance, sur l'idée de reconnaissance qui avait été à l'origine des accords d'Oslo, hein, de reconnaissance à la fois de deux peuples, de deux nations, et peut-être de deux États. Donc en fait, toute la discussion entre Elie Barnavi et Leila Chaïd, qui avait été à la fois dure, tendue, mais aussi à certains moments affable, c'était de dire que cette reconnaissance était nécessaire, c'était un préalable à toute négociation, que d'un côté ou de l'autre, et de l'autre, il y a une reconnaissance de l'existence de l'autre et des besoins de l'autre. Et il me semble que la solution à deux États peut être une étape, peut-être pas un objectif, mais en tout cas une étape qui pourrait être nécessaire justement par cette opération de reconnaissance. Et j'employais le terme de réparation aussi parce que on est, vous l'avez bien expliqué, dans une situation coloniale et les colonisés, ils attendent quand même autre chose que la reconnaissance de leur existence, mais aussi un peu plus, quoi, un droit à vivre dans des conditions tout à fait libres, honnêtes et humaines. Si vous permettez un bémol, on n'aura pas le temps d'en débattre. Non, on n'aura pas le temps, c'était simplement. Mais moi, je défends l'idée que, du point de vue israélien, Oslo n'est absolument pas un échec. Ils sont allés là où ils voulaient aller exactement. Ah, mais ça, on est d'accord ici. C'est pas l'objet de la. C'est parfois pour moi une forme, je le dis, voilà, sans problème, d'hypocrisie de certains représentants en France, israéliens ou ex-représentants, de faire mine de dire que on aurait pu aller plus loin. Non. Rabin aurait peut-être pu aller plus loin s'il n'avait pas été assassiné. Oui, on ne saura jamais, il a été assassiné. Mais du point de vue juste de l'état-major israélien, ils sont allés précisément là où ils avaient prévu d'aller dès 67. 67, quand vous relisez ce que les Israéliens essaient de comprendre en termes de gestion des populations palestiniennes, c'est précisément de déléguer toutes les zones urbaines palestiniennes à une autorité qui serait à créer par eux-mêmes et sur leurs conditions d'eux-mêmes, où les frontières ne seront jamais sous souveraineté palestinienne. C'est exactement ce qui a été créé à Oslo. Et Arafat s'est fait, à mon avis, complètement. On est d'accord là-dessus. C'est simplement, je rappelais simplement. Ah non, mais bien sûr. L'état de la discussion, c'était en 2005. C'était pas ni en 93 ni en 95. C'était en 2005. Et on en était arrivé là. On n'est pas allé plus loin. Mais voilà. Vous savez juste quand même,
quand on parle d'État binational, on oublie un point important, c'est que l'État binational, si on veut le mettre en place, imaginons, la base même d'État binational ne peut se fonder que sur un principe de confiance mutuelle entre les sociétés. Peut-être pas à 100%, mais de confiance. Aujourd'hui, on est aux antipodes de la confiance. Absolument. Dans les derniers rapports qui sont parus en 2022-2023, sachez-le, avant cet octobre, hein, on était revenu à des positions politiques qui datent quasiment des années 70-80, où Israéliens comme Palestiniens se considèrent comme majoritairement les plus légitimes à vivre sur cette terre. Du côté israélien, parce que quelque part on a gagné, c'est bon, c'est fini, on va tout prendre. Et côté palestinien, ben à l'inverse. Vu que vous avez voulu rien nous donner, et ben nous on va vous combattre jusqu'au bout. Et ce sera comme ça. Non, mais on est d'accord. Bon, La dernière, allons-y. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques données démographiques, savoir la population palestinienne, c'est combien, Ouais. la population israélienne, c'est combien, Ouais. et quelle est la tendance démographique? Très bien. Eh ben, je réponds tout simplement parce qu'en fait, cette question, j'en parle dans le livre et j'en parle aussi dans plusieurs articles, elle est déterminante pour comprendre pourquoi aujourd'hui en Israël il y a autant de tensions. En réalité, oui, mais les tensions en Israël, elles ont lieu aussi parce que précisément, on est face à une forme d'échec du sionisme, il faut le dire clairement. C'est-à-dire qu'en fait, le sionisme aurait pu aller à son terme, même du point de vue d'une gauche sioniste, s'il n'y avait pas eu de retour dans l'histoire des Palestiniens qui revendiquent un État, qui se battent, etc. S'ils avaient disparu et quelque part ils auraient arrêté ça, eh bien, il y aurait eu démographiquement une espèce de majorité juive entre la Méditerranée et le Jourdain, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. Jusqu'en 67, les Palestiniens ne sont pas été expulsés ou n'ont pas quitté leur terre comme en 48, sans pouvoir y revenir. 48, n'oubliez jamais, Israël ne peut être créé que par l'expulsion de 3/4 des Palestiniens. À la veille de 67, si vous relisez l'historien israélien, l'état-major israélien est quasiment persuadé qu'il y aura le même processus. Ils vont partir. Ils vont avoir peur de notre armée, ils vont partir. Donc, de peu, ils ne partent pas. Et aujourd'hui, Israël a sous sa gouverne, entre la Méditerranée et le Jourdain, 50-50, 50% de juifs, 50% d'arabes. Si on est même précis, c'est 49, quelque chose de juifs et 50, quelque chose d'arabes. En termes de démographie sur le futur, il y a deux groupes qui font le plus d'enfants. C'est côté israélien, les populations orthodoxes et donc principalement les chrétiens de la droite. C'est d'ailleurs ce qui fait dire aujourd'hui au Kohelet Forum, qui est le principal grand think tank lobby de la droite israélienne, qui a demandé à Netanyahou, il faut le savoir, hein, avant 7 octobre, d'arrêter la réforme judiciaire en expliquant quelque part que ça a trop crispé le pays et que de toute façon, démographiquement, politiquement, on a déjà gagné. Cette réforme, on la passera dans 5 ou 10 ans. La gauche, elle est terminée. Mais c'est vraiment ce qu'ils expliquent. Hein, donc, voilà. Et en revanche, ils sont coude à coude avec les populations arabes qui continuent à faire en Israël comme dans les territoires beaucoup d'enfants. En termes de population, on est autour de 2,3 millions dans la bande de Gaza. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe, forcément, on ne sait pas comment ça va finir. Vous aviez un plus de 3 millions de personnes entre Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et en Israël, vous avez à peu près 7 millions de juifs et autour de 1,8 à 2 millions de non-juifs, donc principalement arabes palestiniens. À 50-50. C'est à peu près, oui. Voilà. Et c'est d'ailleurs le problème majeur. 50-50, s'il n'y a pas d'État palestinien, il y a deux options. Soit on crée un État pour tous, dans ce cas-là, c'est la fin du sionisme, c'est plus l'État majoritairement juif, c'est l'État démocratique pour tous, très bien. Soit on se dit non, État juif se maintient, il ne peut pas se maintenir aujourd'hui, concrètement, sans État d'apartheid, c'est impossible. Parce qu'il y a une démographie qui est 50-50. Ou alors État palestinien, porte de sortie, mais on me le montre. Voilà. Bien. Moi, j'ai rien contre, mais. Dernière, il faut qu'on. Allez-y. Allez-y, rapide alors. Après, je m'en vais. Bon, je voulais juste. Quel était l'objectif de l'art? Bon, je tente une réponse. Je pense que dans le 7 octobre, au-delà de toute la cruauté qui a été perpétrée, on soit bien d'accord sur ça, il y a des points de rationalité et d'autres complètement irrationnels. Point de rationalité, les groupes armés, notamment liés au Hamas, mais globalement tous les groupes armés palestiniens, ont toujours considéré que la voie diplomatique ne sert à rien contre Israël, il faut la voie des armes, et quand on aura fait la voie des armes, on pourra négocier parce qu'on sera en position différente. Il faut savoir que le Hamas a laissé pendant longtemps son aile politique gérer les choses. Élections, on le dit trop peu, mais normalisation. Le Hamas, pendant près de 10 ans, n'a pas arrêté de dire au monde entier, notamment au monde occidental, on est prêt à accepter un État, mais pas en reconnaissant Israël. C'est un peu le paradoxe.
mais c'est ce qu'on appelle une coexistence. Voilà. Vous nous laissez un État et on ne vous reconnaît pas, mais en tout cas, il faut le savoir. Sauf que ça n'a mené à rien, strictement rien. Et comme le Fatah, hein, pareil, hein, d'accord, le Fatah a fait toutes ses concessions, ça n'a mené à rien. Bon. Donc, premièrement, l'idée, c'est ça. C'est d'abord de dire qu'on va reprendre la voie des armes pour montrer ça. Deuxièmement, le Hamas souhaitait le groupe, l'aide militaire du Hamas souhaitait absolument briser complètement le cadre qu'Israël a imposé depuis la seconde intifada, qui est un cadre sécuritaire où on invisibilise les Palestiniens. Le blocus, le mur en Cisjordanie, c'est l'idée de dire on va vous montrer que tout ce processus, on va le faire voler en éclats, on va le faire péter, quoi, si vous voulez. Alors, on va vous montrer à quel point est-ce que nous, on ne se laissera pas enfermer, comme vous voulez nous faire depuis maintenant 15 ans. Troisième point, c'est les otages. Dans l'histoire palestinienne, on n'a jamais pu libérer, il n'a jamais été possible de libérer des hauts prisonniers palestiniens de haut rang sans accord avec otages. Donc là, l'idée, pour Sinoir, qui vous savez peut-être a été libéré lui dans le cadre de négociations pareilles, oui. Voilà. Eh bien, l'idée, c'est de faire un record d'otages pour libérer tous les prisonniers palestiniens. C'est leur idéal, hein, c'est ce qu'ils voulaient faire. Voilà. D'où le nombre d'otages absolument incroyable. Ça, ce sont les points, à mon avis, de rationalité. Il y en a peut-être d'autres, mais ce sont ceux qui m'en viennent en tête maintenant, là, succinctement. Irrationalité, d'abord le fait que cet octobre a plus été une journée de chaos, une journée organisée méticuleusement. Le début, oui, et la fin, c'est un chaos complet. Les gens restent pendant des heures dans les kibboutz, ça vire au massacre permanent, avec vraiment des fois des otages dont on comprend très bien par la suite qu'il n'était pas prévu de capturer des personnes âgées et des enfants et des bébés, parce qu'on le voit à quel point le Hamas était incapable de gérer la communication après ça. Voilà. Donc il y avait une forme de cacophonie générale. Et puis après, irrationalité, pour deux points, je pense. Le premier, c'est par rapport au fait que on peut tout à fait discuter est-ce que le Hamas savait ou ne savait pas qu'Israël allait répliquer. Il n'empêche que face au nombre de crimes de cet octobre, il était certain qu'Israël allait envoyer une réponse d'une violence. Mais peut-être pas comme ça, mais en tout cas, ça allait être certain. Et aujourd'hui, c'est aussi pourquoi le Hamas est si dur dans les négociations. C'est qu'ils savent très bien que s'ils acceptent un accord au rabais, c'est toute leur crédibilité qui est terminée. Les Palestiniens vont se dire, attendez, on a souffert autant, tout ça, pour rien. D'où le fait que le Hamas, là, je l'annonce, hein, mais va annoncer sûrement son refus du dernier accord en demandant une renégociation. Voilà. Ils ne le rejettent pas, mais ils reveulent les renégocier parce que pour eux, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas accepter le fait que tous les Palestiniens ne retournent pas au nord, etc. Et puis, le dernier point d'irrationalité quand même, je vous le dis, mais ça, ce n'est pas de leur fait, ils n'y pensaient pas cet octobre, on est d'accord, mais il y a quand même au niveau, et ça c'est vraiment une position d'occidental, je le reconnais totalement, mais on ne peut pas nier que la cause palestinienne, au-delà de la question de Gaza, va continuer pendant, je pense, un bon moment à être impactée par le 7 octobre et par le fait qu'il y a un blocage aujourd'hui évident des combats de la Palestine où on nous renvoie au Hamas, aux crimes, etc. Et ça bloque les débats en fait. Voilà. Mais après, je pense qu'on en saura plus sur ça quand on verra en fait la fin de cette guerre en réalité. Voilà. Mais vraiment, tant qu'on n'a pas la fin de la guerre, et laissons les chercheurs faire leur travail. En France, on a d'excellentes personnes qui sont des spécialistes du Hamas, mais vraiment parmi les meilleurs en Europe, il faut le savoir. Et très intelligemment, elles s'expriment peu sur la question parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas être entendus. Voilà. Ce que je vous dis là, par exemple, vous l'acceptez, c'est bien. Vous comprenez que dans absolument aucun média français, on pourrait expliquer ça rationnellement. On va nous sauter à la gorge, tout ça. De rien. Merci beaucoup.